Un garçon renaît dans un monde où la magie existe et rêve d'une vie tranquille, mais avec un talent remarquable pour la magie de l'eau. Il réalise vite qu'il devra s'entraîner dur s'il veut survivre dans cette nouvelle terre étrange où il a été envoyé. Tout commence dans une vaste forêt avec des montagnes qui se dressent au loin. Au milieu de cette forêt se dressait une maison où un jeune garçon était allongé sur son lit. Il se leva, quitta sa chambre et, après avoir jeté un coup d'œil à 2 livres et un couteau sur la table, sortit pour admirer le ciel bleu clair du matin. C'est alors qu'il dit « Oh, viens à moi ». Instantanément, une boule d'eau se forma dans sa main, pour disparaître quelques instants plus tard, ne laissant qu'une petite flaque dans sa paume. Dans la scène suivante, le garçon se retrouva dans un endroit surréaliste, où un homme le salua par son nom, Mihara Rayo. Cela faisait des lustres que cet homme n'avait pas visité cet endroit, et il informa Rayo qu'il était mort dans un accident de voiture. Le garçon hocha la tête, disant qu'il se souvenait, puis demanda si l'homme devant lui était Dieu. L'étranger expliqua qu'il ne l'était pas, mais qu'il était quelque chose de plus proche d'un ange. À partir de ce moment-là, Rayo commença à l'appeler Miguel juste pour simplifier les choses. Après avoir appris qu'il était sur le point d'être réincarné, Rayo demanda ce qu'il était censé faire dans cet endroit pendant qu'il attendait. Miguel lui dit de vivre comme il l'entendait. Il n'avait reçu aucune mission, il semblait donc libre d'explorer. Dans ce cas, le garçon admit qu'il voulait juste une vie paisible. C'est alors que Miguel révéla que le monde dans lequel Rayo serait réincarné s'appelait Phi, un endroit débordant de magie. Dans cet univers, environ 20% des humains pouvaient utiliser la sorcellerie, et la plus forte affinité de Rayo était avec l'élément de l'eau. Parce qu'il voulait une vie tranquille, Miguel dit que Rayo serait envoyé dans la forêt de Rondo, où il trouverait une maison prête pour lui, approvisionnée avec 2 mois de provisions, y compris une chambre froide avec de la nourriture. En plus de cela, l'ange s'assurerait que les monstres resteraient à l'écart de sa nouvelle maison, en mettant en place une sorte de barrière protectrice. Feuilletant l'édition pour débutants du recueil de monstres, Mihara Rayo remarqua qu'il n'avait jamais vu cet alphabet auparavant. Pourtant, il pouvait tout lire très bien. L'autre livre s'appelait le recueil de la flore. Dans le jardin, le garçon nouvellement réincarné conjura un peu d'eau. Après un peu de pratique, il réalisa qu'il n'avait pas besoin de prononcer de commande tant qu'il imaginait l'élément dans son esprit. C'était suffisant. C'est dommage, vraiment, car il adorerait crier jet d'eau en abattant un ennemi sans méfiance. Se prélassant dans sa baignoire, il conjura plus d'eau et remarqua qu'il ne pouvait l'invoquer qu'à température ambiante, une autre déception car un bain chaud aurait été parfait par ce temps. Avec un effort considérable, Ryo essaya de faire du feu dans son jardin en frottant 2 bâtons ensemble. Mais comme il l'a dit lui-même, il est important de savoir quand abandonner si cela ne va tout simplement pas arriver. Épuisé, il s'allongea dans l'herbe, fixant le soleil, regardant le seau d'eau sur le sol. Il se demanda s'il pouvait faire de la glace. Après tout, ce serait formidable d'inventer un sort et de l'appeler lance de glace. Dans cette optique, le garçon se concentra sur l'eau dans le seau, la comprimant tout en retirant la chaleur, imaginant les molécules de H2O au centre, connectant l'atome d'oxygène avec les atomes d'hydrogène des molécules voisines. Quand il y parvint enfin, Mihara sourit en regardant l'eau geler progressivement. Peu de temps après, il façonna une petite sphère de glace et l'utilisa pour réfléchir la lumière du soleil sur du bois, réussissant enfin à déclencher un incendie. Avec cette petite victoire, Rayo réussit à chauffer l'eau de son bain et qualifia sa première journée de succès. Sachant qu'il avait beaucoup à faire le lendemain, il alla se coucher directement après son bain. Quand le matin revint, le nouveau résident de la forêt de Rondo mangea de la viande et, se souvenant que Miguel lui avait laissé 2 mois de nourriture, réalisa qu'il devrait commencer à chasser une fois les provisions épuisées. La forêt se trouvait à l'extérieur de la barrière, ce qui signifiait qu'elle abritait définitivement des monstres. Donc Rayo aurait besoin d'une magie puissante pour se défendre. Un simple couteau ne suffirait pas. Sans perdre de temps, il se dirigea vers le jardin et tira une boule d'eau sur un arbre voisin. Son but était bon, mais il savait que cette petite éclaboussure ne suffirait pas à abattre un sanglier. Pourtant, Mihara Rayo avait un atout dans sa manche. Si la boule d'eau ne fonctionnait pas, peut-être qu'un jet d'eau le ferait. Se concentrant, il recula de l'arbre et imagina un flux plus fin avant de lancer un jet d'eau, mais il voyagea à peine plus loin qu'un crachat. Se sentant comme un échec, il s'agenouilla et se souvint avoir demandé à Miguel comment utiliser la magie. L'ange lui dit que l'essence de la magie était l'imagination, qu'il fallait une image claire de ce que l'on voulait. Et avec la pratique,
votre capacité grandirait. Suivant ce conseil, Ryo s'entraîna jusqu'au coucher du soleil, développant finalement un jet d'eau décent. Quand la nuit tomba, il inversa le processus qu'il avait utilisé pour faire de la glace dans la baignoire, cette fois en chauffant l'eau pour son bain. Le lendemain, il essaya de créer de la glace directement dans l'air, ce qui fonctionna, bien que cela prît plus de temps que prévu. Une fois qu'il réussit, il jeta son dévolu sur l'étape suivante, fabriquer une lance de stalactite. Quand il lança le projectile glacé, il atteignit à peine une courte distance, loin de la distance parcourue par l'eau à l'état liquide. Étant donné la difficulté de le fabriquer et la courte portée, Ryo décida qu'il était inutile dans un vrai combat. Pour l'instant, il avait juste besoin de continuer à s'entraîner jusqu'à ce qu'il puisse perfectionner la technique. Changeant les choses, Ryo conjura des boules d'eau dans tout le ciel et les tira vers le haut avec force. Ensuite, il retourna s'entraîner à la lance de stalactite, s'entraînant jusqu'au crépuscule et drainant presque son mana. Revenant à l'intérieur pour manger quelque chose, il réalisa qu'il aurait dû allumer le feu alors qu'il faisait encore clair, il finit donc par passer la nuit dans le noir. Les jours passèrent avec Ryo étudiant fidèlement et perfectionnant sa magie dans le jardin. Après un certain temps, il pouvait invoquer la lance de stalactite instantanément, une grande amélioration. Même si elle ne voyageait toujours pas très loin, avec cette nouvelle compétence, il fabriqua une lance avec une pointe et partit pour la forêt au-delà de la barrière qui protégeait sa maison. Peu de temps après, toujours au tout début de son aventure, Ryo trouve du quartz au bord de la rivière, comme il l'espérait. Avec cette pierre, il pouvait allumer un feu même sans le soleil, quelque chose qui pourrait s'avérer extrêmement utile. Tout ce dont il a besoin maintenant, c'est de trouver des herbes détoxifiantes, et l'aventure d'aujourd'hui sera un succès complet. Pourtant, il doit rester vigilant. Il y a des bêtes qui rôdent à proximité, prêtes à faire de lui leur proie à tout moment. Pile au bon moment, un sanglier inférieur fait irruption sur la scène et attaque sans réfléchir, ce qui fige Ryo sur place. Mais juste au moment où il est sur le point d'être touché, il réussit à réagir à temps. Évitant la charge brutale du sanglier, la bête s'écrase la tête la première contre un arbre avec une telle force qu'il se renverse. Face à ce moment critique, Ryo fait de son mieux pour garder son sang-froid. Même si la peur et le manque d'expérience l'empêchent de bien bouger, il a toujours la magie de son côté dans ce monde. Puisant dans son pouvoir, Ryo conjure un chemin de glace qui serpente sur le sol, tirant le sanglier droit vers lui. Puis il prépare 16 lances de glace, les enfonçant dans la bête dans une rafale de coups. Le plan fonctionne et le combat est terminé en un instant. Cette nuit-là, de retour chez lui, Ryo lit que les sangliers inférieurs sont répertoriés comme certains des monstres les plus faibles. La pensée lui donne des frissons dans le dos, se souvenant de tous les problèmes qu'il a eu à gérer avec un seul. Feuilletant son livre de monstres, il remarque que les 2 dernières pages sont mises à part, comme un chapitre spécial non destiné aux débutants. Là, il trouve ce qui suit. Dragons. Seuls, ils peuvent facilement détruire une ville entière. Remarque, si vous en voyez un, fuyez, mais vous pourriez vous en sortir. Il y a aussi une autre entrée. Démon, pas un ange déchu. Origine inconnue. Remarque, priez pour ne jamais croiser le chemin de l'un d'eux. En lisant ces descriptions, Ryo réalise que le monde est bien plus grand et bien plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Le lendemain, il retourne dans la forêt et ramasse des fruits à la fois doux et acidulés, exactement comme il les aime. Soudain, un oiseau planant au-dessus de sa tête manque de peu de l'attraper avec ses serres. Quelques instants plus tard, il déclenche une attaque de vent qui tranche plusieurs arbres à proximité en deux. Ryo réalise immédiatement que les enjeux viennent d'être relevés. Pour se protéger, il traverse la forêt en courant, invoquant des boucliers de glace sur son chemin pour bloquer les sorts de l'ennemi. En courant, il se souvient de la créature, le faucon tueur, maître de la rafale de vent. Ryo riposte en tirant des jets d'eau, mais l'oiseau est rapide, évitant tout le monde. Dans une soudaine explosion de vitesse, il plonge vers lui comme une balle. Mais alors qu'il se rapproche, Ryo invoque un dôme de glace, dans lequel le faucon s'écrase la tête la première, le projetant au sol. Mais le combat n'est pas terminé. Faisant preuve d'une résilience remarquable, l'oiseau se relève en titubant et reprend son envol. Bien que son œil droit soit gravement blessé et inutile, réalisant peut-être ses propres limites, l'ennemi décide finalement de partir, au grand soulagement de Mihara. Pourtant, tout n'est pas rose. Grâce à sa course folle avec un oiseau, Ryo perd son chemin du retour et se retrouve bloqué dans la forêt jusqu'à la tombée de la nuit.
Suivant une certaine direction, il tombe sur un magnifique lac où il voit un chevalier sans tête et un cheval sans tête glisser sur l'eau. Le lendemain, Rayo est de retour dans la forêt, s'en tenant à sa routine de chasse. Cette fois, il abat un serpent gigantesque et menaçant. Ce soir-là, il parvient même à ramener du poisson à la maison. Le jour suivant, l'aventurier améliore sa barrière de glace et explore le fond de l'océan après avoir atteint la côte, pour être chassé par une énorme pieuvre défendant son territoire. Au fil du temps, le jeune Miara maîtrise un sort appelé jet abrasif capable de tirer un jet d'une boule d'eau dans le ciel, suffisamment puissant pour couper une roche en deux. En étudiant davantage, il découvre que s'il utilise la magie pour durcir la glace, il peut l'utiliser comme substitut au grain abrasif, un grand pas en avant dans ses connaissances. Une nuit, au lac scintillant, il se retrouve face à face avec le chevalier sans tête. Le bestiaire ne mentionne pas de Dulahan, ce qui fait soupçonner Rayo que cette créature est bien au-delà du niveau débutant. Pourtant, pour une raison quelconque, il se sent suffisamment confiant pour le défier. Dans l'affrontement qui suit, le Dulahan bloque chaque coup avec aisance, forçant Rayo à utiliser des éclats de glace comme bouclier chaque fois qu'une contre-attaque se profile. Après seulement quelques secondes, Rayo s'effondre, épuisé, et réalise qu'il n'est absolument pas prêt à affronter cette chose. Pourtant, il n'est pas là juste pour se battre, quelque chose lui dit que le Dulahan veut en fait l'entraîner. Le monstre forme alors une épée d'eau à partir de sa propre arme et l'attend au jeune humain avant de disparaître dans la nuit. Le lendemain, Rayo croise à nouveau le faucon tueur, mais maintenant l'oiseau est encore plus menaçant, enveloppé d'une étrange obscurité. Lorsqu'il est attaqué, Rayo invoque 5 couches de murs de glace, mais la magie du vent de la créature les brise avec facilité. Sentant à quel point la situation est devenue désespérée, il continue de bouger et reconstruit les murs pour rester en sécurité. Même après avoir invoqué 10 murs de glace, le faucon traverse tout le monde. Rayo essaie de riposter avec des lances de glace, mais le faucon les esquive tous sans effort. Avec une capacité inconnue, l'oiseau détruit les barrières de glace que Rayo venait de reconstruire, le laissant complètement exposé. Comme si cela ne suffisait pas, le faucon tueur lance un sort de foudre qui manque de peu de l'achever. Refusant d'abandonner, Rayo passe à son épée d'eau au lieu de la magie pour se défendre. Avec cette arme, il parvient à dévier les attaques de l'oiseau et à le tenir à distance, reprenant confiance. Patient et concentré, Rayo attend la prochaine plongée du faucon tueur, et au moment parfait, plonge son épée dans la bête alors qu'elle passe en trombe. Après avoir porté un coup aussi profond, l'aventurier s'approche de l'oiseau, qui s'accroche encore à la vie, et le remercie de lui avoir donné l'occasion d'apprendre tant de choses de leur bataille. Il sait que s'il n'était pas devenu plus fort ce jour-là, il serait sûrement mort contre cet adversaire lorsqu'il reviendrait pour une autre attaque. Par respect pour le faucon qui avait également grandi, cherchant à se venger de son œil droit perdu, Imiara Rayo promet de donner à la créature une fin honorable. Sur ce, il retire son épée du corps de l'ennemi et met fin à sa vie. Dans la scène suivante, un dragon rouge s'élève dans le ciel de la forêt de Rondo où Miara marche jusqu'à ce qu'il se retrouve soudainement face à face avec cette entité et les colossales. Ne perdant pas de temps, le dragon atterrit devant l'humain et communiquant par télépathie, lui demande s'il a vu un faucon tueur qui a évolué dans la région. Au début, pensant que le faucon était un serviteur de ce monstre, Rayo s'excuse. Le dragon réalise instantanément que l'oiseau a été tué par ce jeune homme. Impressionné par la force humaine, le dragon jette un coup d'œil à sa taille et note qu'il porte l'épée du roi des fées. Si le roi lui a confié cette arme, dit le dragon, le roi doit avoir une très haute opinion de lui. Pas si sûr de ça, Rayo admet qu'il aimerait en fait poser quelques questions au lézard volant. Plus tard, alors que l'après-midi s'estompe, le dragon entend un appel lointain et fait ses adieux à son nouveau compagnon. Avant de partir, il révèle son nom, Luin. Regardant la créature s'envoler, Rayo sourit et admet qu'il n'aurait jamais imaginé avoir la chance de parler avec un dragon. Pendant ce temps, Miguel regrette d'avoir négligé quelque chose d'important. Tenant une tablette dans ses mains, il découvre que pour une raison quelconque, Rayo possède un trait secret, quelque chose qui ne s'est pas produit depuis qu'il a envoyé cette fille dans un autre monde il y a 10 000 ans. Le nom de cette capacité, la jeunesse éternelle. Rayo n'était pas allé à la plage depuis des lustres, mais son envie de fruits de mer a finalement pris le dessus. C'est ainsi qu'il a fini par errer le long de la côte, pour tomber sur l'épave d'un bateau, battu et brisé sur le sable. Au milieu des débris éparpillés, il aperçut un homme blessé inconscient. Non loin de là,
un autre homme avait également survécu à la catastrophe. Peu de temps après, nous apercevons les souvenirs de ce survivant. En mer, son navire avait été attaqué par une pieuvre géante monstrueuse et laissé en ruine. Quelques heures plus tard, le jeune homme se réveilla dans un lit étrange. Tous ses effets personnels soigneusement disposés dans la pièce où il se reposait maintenant. Une fois qu'il a rassemblé ses affaires, il est sorti, essayant de comprendre où il était. Lorsque Ryo est apparu de la maison vraiment heureux de voir l'étranger réveillé, le survivant, toujours sur le qui-vive, n'avait pas du tout senti ce type. Et il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont Ryo était habillé aussi. Mais puisqu'il lui devait la vie, le jeune homme se présenta comme Abel et remercia Ryo pour tout. Ryo haussa les épaules. Il ne pensait pas avoir fait grand-chose, surtout que les autres naufragés n'avaient pas survécu. Abel, cependant, répondit simplement que c'était bien. Après tout, ce n'étaient que des contrebandiers. Ce commentaire piqua la curiosité de Ryo. Mais avant qu'il ne puisse en demander plus, son estomac gargouilla et la conversation fut suspendue jusqu'au déjeuner. Pendant le repas, Abel demanda si Ryo avait d'autres vêtements. Ryo expliqua qu'il n'en avait pas. Il n'avait pas de tissu pour en coudre de nouveau et il n'y avait ni ville ni marché à proximité. Acheter quoi que ce soit était hors de question. Abel devina qu'en vivant tout seul, Ryo devait chasser la viande qu'il mangeait, ce que Ryo confirma. Abel supposa qu'il utilisait le couteau sur la table, mais Ryo dit qu'il le gardait surtout pour se défendre ou pour nettoyer la viande. Quand il s'agissait de causer de réels dommages, Ryo comptait sur sa magie de l'eau. Pour prouver son point, il prononça « Oh, manifeste-toi » et remplit une cruche à partir de rien. Abel était impressionné. Il fit remarquer que dans la province centrale, moins de la moitié de la population pouvait utiliser la magie comme ça. Ryo se souvint avoir entendu de l'ange Michael que c'était en réalité moins de 20%, ce qui le fit se sentir un peu moins spécial, mais pas assez pour vraiment s'en soucier. Finalement, Abel mentionna qu'il voulait être ramené sur le rivage où il avait été trouvé. En chemin, Abel demanda si Ryo n'avait pas besoin d'un bâton comme les autres mages. Ryo répondit qu'il n'en avait jamais eu. Après son lapsus précédent au sujet des vêtements de Ryo et maintenant ça, le mystérieux survivant commença à avoir l'impression qu'il ne faisait que gaffe sur gaffe. Pour se faire pardonner, il offrit sa protection à Ryo. Il ne voulait pas être secouru tout le temps. Après tout, son ego ne pourrait pas le supporter. Il voulait aussi contribuer avec sa propre force. Quand ils atteignirent le rivage, Ryo expliqua que les autres corps avaient été soit mangés, soit emportés par la mer. Abel était reconnaissant de ne pas avoir partagé leur sort. Ryo l'appela Able Sang, disant qu'il était vraiment chanceux, mais Able insista pour qu'on l'appelle simplement Able. Il ne voyait pas la nécessité d'un tel respect de la part de quelqu'un qui lui avait sauvé la vie. De plus, il avait toujours préféré qu'on l'appelle par son nom, même s'il était l'aîné des deux. Après avoir fouillé chaque morceau du navire détruit, Able ne trouva toujours pas ce qu'il cherchait. Laissant tomber, sa nouvelle priorité était de retrouver ses amis. Il aimerait se rendre à la ville de Lune, mais il semblait qu'il avait échoué loin au sud. Ryo admit qu'il ne savait pas où se trouvait Lune, mais supposa qu'Abel devrait se diriger vers le nord, un long voyage. Avant de partir, Abel invita Ryo à voyager avec lui. Puisque Ryo connaissait la région, il pourrait servir de guide en échange d'un paiement. Le garçon de la forêt accepta, et d'une poignée de main, leur partenariat fut scellé. Ils partiraient à l'aventure le lendemain matin. Ce soir-là, de retour à la maison, Ryo contemplait ses récoltes et réfléchissait au fait que tout ce qu'il voulait, c'était une vie simple et paisible. Mais il semblait qu'un nouveau voyage allait commencer. Et bientôt, plus tard dans la nuit, Ryo dit à Abel qu'il devait sortir pour rencontrer quelqu'un qui ne pouvait être trouvé qu'à cette heure-là. Abel était un peu confus. Ryo avait dit qu'il n'y avait personne d'autre autour, mais décida de ne pas fouiner. Ryo alla voir le Dulahan pour lui faire savoir qu'il allait quitter la forêt de Rondo pendant un certain temps. Il remercia le chevalier sans tête pour tout sans lui. Ryo n'aurait jamais appris à survivre puisque ce serait leur dernière séance d'entraînement. L'apprenti était déterminé à tout donner. Sans tarder, le couple s'affronta, échangeant des coups avec une nouvelle intensité. Les progrès de Ryo étaient évidents. Il avait parcouru un long chemin depuis qu'il avait commencé à s'entraîner avec le Dulahan. Malgré tout, il était clair que le jeune humain se fatiguerait bien plus vite que son adversaire surnaturel, et c'est exactement ce qui s'est passé. Après la session,
alors qu'il se disait au revoir, le maître tira une sphère d'eau de la rivière magique. À l'intérieur, un ensemble de vêtements apparut. Ryo accepta le cadeau avec un large sourire et promit d'en prendre bien soin. Sur ce, le Dulahan se retourna finalement et disparut dans la nuit. À l'aube, Abel quitta la maison prêt pour la route et trouva Ryo qui l'attendait dans son nouveau manteau, préparé pour le voyage. Avant de partir, le mage de l'eau jeta un dernier regard à sa maison, elle lui manquait déjà, mais il était aussi déterminé à vivre un peu plus avant de retourner à sa vie tranquille. Plus loin sur le chemin, le duo rencontra un sanglier. Abel s'avança, dégaina son épée et déchaîna sa compétence de combat, pénétration totale, transperçant la bête de bout en bout. Impressionné, Ryo posa des questions sur ses compétences de combat. Abel expliqua que les mages n'utilisaient pas ces choses-là. C'étaient des techniques pour les combattants rapprochés, comme les épéistes et autres. Cette nuit-là, le couple dormit à l'intérieur du creux d'un arbre. À la première lumière, ils repartirent. Après un certain temps, ils remarquèrent des signes du peuple lézard à proximité. Les monstres avaient l'avantage dans le marais, alors Abel suggéra de le contourner. Malgré leurs efforts pour les éviter, Ryo sentit bientôt qu'ils étaient chassés. Ils devraient affronter leurs ennemis ici et maintenant. Abel s'inquiéta pour son compagnon après tout. C'était un mage sans bâton, mais Ryo surprit tout le monde, abattant de multiples ennemis avec ses lances de glace. Quelque temps plus tard, après s'être occupés du reste de leurs adversaires, l'épéiste se tourne vers son compagnon et lui demande quel genre de sort il vient d'utiliser. Le mage dit simplement que c'était un sort d'eau basique. Pourtant, Abel est clairement impressionné après tout. Le mage invoqua 4 lances à la fois, alors que le résultat habituel n'est qu'une seule conjuration par incantation. Du moins, c'est ce que le mage du vent qu'il connaît lui a dit une fois. À cela, Ryo suggère que peut-être la magie de l'eau fonctionne différemment, mais son partenaire hausse simplement les épaules et continue de marcher. Avant de continuer, cependant, Ryo invoque 2 verres remplis de glace et d'eau pour les maintenir hydratés. La dernière fois que Ryo a fait ça, le gamin a dit « Oh, manifeste-toi ». Abel le lui rappelle. Comme cette fois, Ryo n'a récité aucun chant du tout, ne sachant pas quelle excuse donner. Le mage de l'eau en rit et dit « Abel doit avoir des visions ». Quoi qu'il en soit, le magicien parvient à changer de sujet pour l'instant. Alors qu'il continue sur le chemin, Abel à un moment donné montre à son ami un florin de bronze utilisé dans le royaume de Knightly, où se trouve Loon. Il explique que dans les provinces centrales, chaque nation frappe ses propres pièces, mais elles valent toutes la même chose. Knightly est l'un des 3 principaux pays de la région centrale avec l'Empire du Buc et la Fédération en 2 lieux. Honnêtement, Ryo trouve du Buc un nom ridicule et taquine Abel à ce sujet pendant un bon moment, affirmant qu'il ne voudrait jamais dire bonjour. Je viens de Debuy. Soudain, des roches commencent à bouger sur leur chemin. Abel en tranche rapidement une en 2 avant qu'elle ne puisse le frapper. Au même moment, Ryo les protège tous les 2 avec un mur de glace. Réalisant ce qui se passe, l'épéiste remarque qu'ils ont dû tomber sur un nid de golem de pierre. Ryo a toujours pensé que ces créatures seraient humanoïdes avec des bras et des jambes. Alors qu'Abel en attaque un avec sa perforation totale, le trou qu'il fait est immédiatement guéri par le corps rocheux. Voyant cela, Ryo imagine rapidement une nouvelle stratégie. Il conjure un mur de glace avec 10 couches, formant un bloc de glace gigantesque qui s'écrase sur les golems et les écrase sans pitié. Ça s'occupe de la plupart d'entre eux. Une fois le combat terminé, les 2 remarquent que l'un des golems n'a pas bougé du tout. Ryo suppose que ces monstres doivent absorber l'énergie du sol ou quelque chose comme ça, donc celui-ci est probablement à sec. À l'extrémité de la créature, il y a une pierre magique massive, étonnamment vive en couleur, et Abel suppose que cette chose a dû battre tous les monstres qu'elle a rencontrés pendant des siècles. Dans tous les cas, ce sera leur butin puisque les autres golems ont été enterrés sous des tonnes de glace. Quelques heures plus tard, les aventuriers aperçoivent ce qu'Abel croit être un behemoth. Des vouivres tournent également au-dessus de leur tête, alors les humains s'installent pour regarder ce qui promet d'être une bataille féroce. Abel pense que la bête géante est désavantagée, mais le mage de l'eau a confiance en ce grand gaillard. Bien sûr, l'affrontement commence. Et bien que les dragons aient le dessus depuis le ciel, le behemoth laisse échapper un rugissement si puissant qu'il fait tomber les flyers. Abel n'a aucune idée de ce qui vient de se passer, mais Ryo soupçonne qu'il s'agit d'une sorte d'annulation de la magie. Cette nuit-là, après avoir installé leur campement,
Rio plaisante en disant qu'il espérait une revanche entre Abel et le Behemoth, ce qui donne des frissons à l'épéiste. Revenant à leur conversation précédente, Abel avoue qu'il n'a jamais entendu parler d'annulation de magie. Bien qu'ils connaissent des choses similaires, comme les pièges et les donjons, Rio se redresse au mot donjon et dit qu'il adorerait en explorer un jour. Abel mentionne alors que le seul donjon dans les provinces centrales se trouve à Lune, la ville même où il se dirige. Rio se plaint que son pote lui cachait des choses, mais Abel insiste sur le fait qu'il n'avait aucune idée que Rio aimait ce genre de défi. Puisque Rio est d'humeur à écouter des histoires, l'épéiste continue de parler d'autres races dans la région, comme les nains et les elfes. Selon Abel, les nains sont des forgerons talentueux et de grands combattants. Il y en a même quelques-uns qui vivent à Lune. Quant aux elfes, il est certain qu'il n'y en a qu'un seul dans la ville puisque la plupart ne quittent jamais la forêt. En entendant cela, Rio dit que c'est exactement comme ça qu'il imaginait ces races, mais n'explique pas vraiment quand Abel lui demande où il a eu ses idées. Au matin, le duo repart. Rio dit qu'une fois qu'ils auront traversé les montagnes, ils seront près du territoire humain. Fatigué que le gamin ait toujours les réponses, Abel demande une fois de plus où il trouve toutes ces informations. Quand on insiste, Rio se souvient immédiatement de Lune, le dragon rouge qui lui a parlé une fois. Le monstre lui avait dit que cette terre est entourée par la mer à l'est, à l'ouest et au sud, et qu'une chaîne de montagnes au nord sépare ce continent du suivant. Il est donc peu probable que des humains traversent du nord au sud. Avec ce souvenir en tête, Rio se dit qu'il vaut mieux que son ami ne pose pas trop de questions. Il appelle donc simplement cela une connaissance au-delà de la portée humaine. Énervé par les esquives de Rio, Abel laisse tomber. Alors qu'ils avancent, un griffon apparaît dans le ciel et les menace. Abel se fiche sur place, alors Rio lui lance un morceau de viande à offrir à la bête volante. Satisfait de la collation, le griffon s'envole, et ce n'est qu'alors que les deux hommes se détendent enfin suffisamment pour répondre à l'appel de la nature. Le temps passe, et alors qu'ils se dirigent vers le nord à travers les montagnes, l'air se refroidit. Les deux parlent encore de cette créature ailée, admettant qu'il serait probablement le dîner s'il ne l'avait pas nourri. Abel insiste sur le fait que les humains n'ont pas été faits pour affronter des bêtes aussi redoutables. Par exemple, il souligne que personne n'a vu de Behemoth ou de griffon depuis des siècles. Donc, quelque chose ne va pas dans cet endroit. Rio, d'un autre côté, pense que c'est absurde et blâme les humains de ne pas faire assez d'efforts. Mais Abel s'en tient à sa théorie selon laquelle les montagnes ont empêché les Behemoths et les griffons d'entrer dans les terres humaines. En parlant de cela, Rio se demande si ces vouivres venaient du nord, ce qui ne pourrait signifier qu'une chose. Cela dit, les deux tombent bientôt sur d'autres vouivres en chemin, se régalant d'un animal malchanceux. Rio demande si c'est leur signal pour se battre, mais Abel sait que ces créatures sont bien au-delà de leur niveau. Il faut 20 aventuriers chevronnés pour abattre des vouivres comme celle-ci, et même dans ce cas, tout le monde ne s'en sort pas vivant. Mal à l'aise, Rio souligne qu'il y a probablement plus de vouivres devant, donc un affrontement pourrait arriver à tout moment. Pensant qu'il serait peut-être plus intelligent d'affronter les premiers de front, surtout qu'ils se battent au sol au lieu du ciel, Rio approche les monstres et lance 4 lances de glace. Épinglant leurs ailes, Abel charge juste après, déchaînant une poussée complète qui élimine les ennemis. Mais avant même qu'ils puissent reprendre leur souffle, 2 autres vouivres plongent d'en haut. Rio réagit instantanément, lançant de la magie de glace qui fait s'écraser la bête volante, donnant à Abel l'occasion de terminer le travail. Après la bataille, Abel récupère un noyau magique de l'une des créatures tombées et admet qu'il est surpris de la facilité avec laquelle ils ont gagné. Du bon côté, leur confiance monte en flèche maintenant qu'ils savent que la victoire est à portée de main. Alors, quand un autre troupeau de vouivres apparaît au loin, Abel lui-même déclare qu'ils les abattront tous s'ils tentent quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, le voyage continue. Finalement, le duo atteint le sommet de l'une des montagnes les plus au nord du continent. Au bord, ils sont accueillis par une vue imprenable sur la terre qui les attend au-delà. Pris par le paysage, Rio et Abel partagent un sourire pleinement conscient qu'une grande aventure est sur le point de commencer. Allant de l'avant, maintenant qu'ils savent qu'ils peuvent réellement vaincre les vouivres, Rio pense que le voyage pourrait devenir beaucoup plus amusant à partir de maintenant. Abel, d'un autre côté, préférerait de loin garder ses dragons à une distance sûre. Mais au moins, collecter toutes ces pierres magiques n'a pas été une perte totale. Quoi qu'il en soit, alors qu'ils regardent devant eux, les deux se dirigent vers le nord, mais l'épéiste n'a aucune idée d'où exactement. Rio était presque sûr qu'ils étaient déjà entrés dans l'empire de Dubuque. Mais selon son compagnon,
cet empire se trouve au nord du royaume, il est donc peu probable. En entendant cela, Ryo laisse échapper un étrange soupir de soulagement, non pas parce qu'il déteste l'empire de Buée, mais parce qu'il ne supporte tout simplement pas ce nom ridicule quoi qu'il arrive. Finalement, ils aperçoivent une route qui, si on la suit vers l'ouest, mène à la ville de Céladi, du moins c'est ce qu'Abel dit. Ryo est visiblement excité à la perspective de trouver une auberge correcte et de enfin rattraper son sommeil, tandis que le guerrier le taquine en lui rappelant qu'il était tout excité à l'idée d'affronter des vouivres il y a quelques instants. En réponse, Ryo lâche la réplique classique. Une chose est une chose, une autre chose est une autre. Quelques heures plus tard, ils arrivent à la guilde locale des aventuriers. Abel suggère que c'est une bonne idée pour son partenaire de s'inscrire car une carte de guilde sert également de pièce d'identité, ce qui signifie que vous n'avez pas à payer de taxes chaque fois que vous entrez dans une ville. Au fait, le rouquin rappelle à Ryo qu'il était son garant et qu'il a payé une pièce d'argent lorsqu'ils sont venus ici. Pour être honnête, le mage se doutait que c'était une combine louche, comme quand quelqu'un paie toujours votre paré, sans vous en rendre compte, vous devenez son serviteur. Voyant que le gamin n'est peut-être pas au top de sa forme, Abel s'interroge sur son état mental et lui assure qu'il est quelqu'un de bien. Le mage, à son tour, le remercie sarcastiquement de voyager avec un héros aussi vertueux. Abel mentionne également que la guilde paie très cher les pierres magiques et les matériaux de monstres. Sinon, il faudrait être alchimiste pour utiliser ces trucs. Le sujet de l'alchimie intéresse Ryo jusqu'à ce qu'une assiette de riz au curry, que son ami a commandé pour lui, arrive à table. Le mage regarde le plat comme s'il avait découvert un trésor perdu depuis longtemps. Pour lui, le curry est un élément de base de toute histoire de réincarnation, sauf que généralement, le protagoniste doit passer par l'enfer pour recréer la recette. Mais ici, à Phi, il semble que ça existe déjà, il est plus inquiet que jamais pour la santé mentale de son pote. Abel l'encourage à manger avant que ça ne refroidisse. Obéissant, Ryo prend une bouchée, et après ça, il ne peut plus s'arrêter de l'engloutir. Quand il a fini, il commande une autre assiette et demande s'il y a du curry à l'une d'eux. Quand son ami confirme, le jeune mage de l'eau est encore plus enthousiasmé par leur voyage. En fait, même le lendemain, alors qu'il quitte Kailadi, il n'arrête pas de parler du curry qu'il a mangé. Et comme son partenaire n'a rien dit de cette spécialité régionale, Ryo exige maintenant de connaître tous les desserts disponibles après le repas. Le temps passe, et le duo continue son voyage à travers le continent nordique. Après une courte pause déjeuner, il traverse une vaste étendue de terre et approche enfin du Lune tant attendu, entouré de magnifiques champs de blé. À la porte de la ville, Abel est reconnu par un garde nommé Nimé, qui est choqué de voir l'épéiste vivant car il pensait qu'Abel avait disparu. Abel explique que, eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé, mais que sa vie a été sauvée par l'homme qui se tient à côté de lui. Après que Nimé ait chaleureusement accueilli Ryo, Abel paie le droit d'entrée, et il passe la porte. À l'intérieur, Abel pense qu'il vaut mieux se diriger directement vers la guilde. Puisqu'il est avec Ryo, le mage pourrait s'inscrire à un rang plus élevé que d'habitude. Normalement, vous commencez au rang F, mais si vous êtes accompagné d'un aventurier de rang B ou supérieur, vous pourriez commencer au rang E ou même B. Plus le rang est élevé, plus les quêtes sont difficiles et meilleure est la rémunération. Bien que le guerrier doute que le mage ait un jour à se soucier d'argent. Ryo demande si les matériaux qu'ils ont collectés sont vraiment si précieux, et son partenaire explique qu'ils sont en fait assez rares sur le marché. Si vous vendez tout en même temps, vous pourriez faire chuter les prix. Mais Abel est confiant que le maître de guilde saura comment gérer ça. Finalement, ils atteignent la guilde des aventuriers où Abel est instantanément reconnu et célébré par tout le monde à l'intérieur. Ryo regarde la foule se rassembler autour de lui comme s'il était une célébrité et décide d'attendre dehors, ne voulant pas interrompre la séance d'autographe. Alors qu'il sort, Ryo est arrêté par une elfe qui passe par là et qui s'intéresse apparemment à sa tenue. Elle vient du roi des fées lui-même. Elle note que le roi devait beaucoup apprécier Ryo pour lui faire un tel cadeau, ce qui l'amène à croire que c'est une personne intéressante. Avant de partir, elle dit qu'elle espère qu'ils se reverront un jour. À ce moment-là, Abel sort la tête et rappelle son partenaire, l'encourageant devant les autres aventuriers en disant qu'il serait mort sans les actions héroïques de ce mage de l'eau, et que tout le monde devrait être ami avec le nouveau membre de la guilde. Sur ce, Abel jette Ryo au milieu de la foule. Et bien que le garçon soit embarrassé au début, il s'illumine rapidement sous toute cette attention inattendue. Enfin, il est temps pour la paperasse pour rejoindre réellement l'organisation.
Abel dit à la réceptionniste qu'il aimerait que son compagnon soit directement promu au rang D en se basant sur son propre rang élevé. La réceptionniste trouve cela étrange car personne de l'épée écarlate n'a jamais parrainé qui que ce soit auparavant, mais Abel insiste sur le fait que ce gamin est vraiment exceptionnel. Par conséquent, une démonstration de force formelle est requise. Alors Abel demande s'ils peuvent en discuter et aborder d'autres sujets directement avec le maître de guilde. Escorté jusqu'à la salle de réunion avec son protégé, le célèbre aventurier de Lune est accueilli par le maître de guilde lui-même, qui entre de manière théâtrale, visiblement soulagé de voir Abel vivant et en bonne santé alors qu'il avait presque perdu tout espoir. Quand Abel présente Rayo comme son sauveur, le maître de guilde s'avance, se présentant comme Humaglace, et remercie le jeune mage pour son aide. Rayo sort une autre phrase classique, vous voyez comment c'est. J'étais juste au bon endroit au bon moment. Abel exprime ensuite son souhait de parrainer l'élévation de rang de Rayo pendant le processus d'inscription, allant même jusqu'à affirmer que Rayo est plus fort que lui, ce qui laisse le maître de guilde complètement stupéfait. Ensuite, il montre les pierres magiques qu'ils ont collectées en chemin. À en juger par leur couleur et leur taille, Hugh soupçonne qu'elles proviennent de vouivre et qu'il y en a tellement. Il se dit qu'il faudrait une véritable armée pour abattre autant de dragons. Visiblement impressionné et un peu mal à l'aise, Hugh craint que ces monstres volants ne se dirigent vers Lune, mais Abel lui assure que ce n'est pas le cas. Il les a chassés au sud des montagnes maléfiques. Curieux, Ryu demande ce qu'il en est de ces montagnes maléfiques car aucun d'eux ne savait où elles se trouvaient auparavant. Abel explique qu'il l'a compris au moment où ils ont trouvé la route vers Kelati. Ryu plaisante en disant que le nom des montagnes ne semble pas très accueillant, et Hugh est d'accord, notant que personne n'a jamais réussi à traverser cette région, pas même les équipes d'aventuriers les plus chevronnées. Pourtant, Abel confirme que lui et Rayo ont bravé ces terres brutales et s'en sont sortis vivants, ce qui, comme il le dit, est une preuve irréfutable de la force de Rayo. Au final, Hugh admet que cette démonstration était plus que suffisante. À ce moment-là, une fille entre dans la salle de réunion et tombe à genoux, submergée de soulagement d'avoir retrouvé Abel sain et sauf. Il s'excuse d'avoir inquiété Linné, en même temps, Saluri et Warren, de vieux amis du passé. Comme Abel a beaucoup de choses à discuter avec ses compagnons, le maître de guilde invite Ryu à commencer le processus d'inscription, demandant à Nina, la réceptionniste, d'apporter les papiers nécessaires à son bureau. Avant que Ryu ne parte, Abel lui dit qu'il veut l'emmener quelque part plus tard, alors il devrait attendre dans le hall une fois qu'il aura terminé. À l'intérieur du bureau, Hugh explique que les personnes que Ryu vient de rencontrer sont membres de l'épée écarlate, le groupe le plus célèbre et le meilleur de la ville. Impressionné, Ryu demande s'il peut vraiment s'inscrire directement au rang D. Hugh répond qu'Abel est si bon. Les gens pourraient le qualifier de génie, mais même lui ne pourrait pas vaincre une vouivre seule. Cela signifie que les compétences de Ryu sont plus que suffisantes pour commencer au rang D. Nina arrive bientôt avec le matériel d'inscription et guide Ryu à travers le processus. Pendant que Hugh s'occupe de la paperasse, elle mène une brève entrevue pour enregistrer le nom et la classe de Ryu. Comme Ryu n'a pas d'adresse permanente à Lune, il est autorisé à séjourner dans l'un des dortoirs de la guilde pendant un maximum de 300 jours après son inscription. Comme il n'a jamais été dans un donjon auparavant, il est intéressé par le cours d'introduction que la guilde propose chaque mois. La session de ce mois-ci commence après-demain à 9h. Dans la salle de réunion au 3e étage, Nina lui demande ensuite de placer sa main sur un cristal pour terminer l'inscription, qui est représentée par une carte qui sert de pièce d'identité. Une fois l'entrevue terminée, Rayo et Nina quittent le bureau du maître, et Hugh pousse un soupir de soulagement qu'Abel soit enfin de retour. Après tout, les choses étaient devenues assez chaotiques depuis la disparition de ce gamin. En fait, Hugh prévoit déjà d'annoncer au public que le chef de l'épée écarlate est de retour. En quittant la guilde, Abel emmène Ryu chercher sa récompense pour l'avoir escorté en toute sécurité jusqu'en ville. Il veut aussi acheter à Ryu des vêtements et un bâton maintenant qu'ils sont à Lune. Honnêtement, Ryu ne sait pas ce qu'il ferait avec un bâton. Il peut lancer des sorts sans ça. Et quand il doit se battre de près, il utilise une épée. Abel, de son côté, est un peu confus. Il avait toujours pensé que l'arme à la ceinture de Ryu était juste un couteau, vu sa petite taille. En parlant de confusion, Ryu réalise qu'il y a encore des choses fondamentales qu'il ne comprend pas tout à fait. Un peu plus tard, à la tombée du soir, Ryu se surprend à réfléchir à quelque chose qu'Abel a dit. Dans ce monde, une journée dure 24 heures, une semaine 7 jours, et un mois 30, comme sur Terre. Les tailles de vêtements sont mesurées de la même manière aussi.
plus il y pense, plus il se demande si ce n'est qu'une coïncidence. Peut-être que quelqu'un d'autre de la Terre s'est réincarné ici il y a longtemps et a fini par façonner beaucoup de traditions locales, surtout qu'ils ont du curry. Cette nuit-là, presque tous les aventuriers de Loon se réunissent pour organiser une fête de bienvenue pour Abel après son retour triomphal et inattendu. L'épée écarlate est là au complet, les boissons et les rires coulant à flot. Le lendemain, Ryo est complètement épuisé. Nina lui rappelle que Ra veillait sur lui toute la nuit car Ra voit Abel comme un frère aîné et admire définitivement Ryo pour avoir sauvé son héros. Quand Ryo arrive à son nouveau logement fourni par la guilde, on lui présente ses nouveaux colocataires de la chambre 15. Le gars aux cheveux bruns est Nils, et le blond à l'arrière est Ito. Alors que Nina retourne à la réception, Nils fait un commentaire sur la beauté de Nina, et Ito renchérit sur la compétition pour attirer l'attention des réceptionnistes, en gros. Les Batina n'ont aucune chance. Mis à part ça, il discute rapidement avec Ryo et est soulagé de découvrir que c'est un bon gars, ça aurait pu être un autre Dan de la chambre 1 qui est un vrai idiot. Soudain, Nina revient, amenant un autre aventurier nouvellement enregistré qui restera avec eux. Un petit garçon entré se présente comme Amon. Miss remarque qu'il n'a pas l'air d'avoir l'âge requis, et Amon confirme qu'il n'a que 16 ans. Malheureusement, c'est un orphelin. Sa famille est décédée, il n'a donc pas eu d'autre choix que de devenir un aventurier à Loon. Ito dit que tout le monde ici a une histoire similaire d'une manière ou d'une autre, tandis que Nina leur fait savoir qu'Amon commence le cours de donjon demain, et Ryo peut l'accompagner s'il le souhaite. Pendant ce temps, lors d'une réunion de l'épée écarlate, l'un perd complètement la tête, criant qu'il est impossible qu'un mur de glace puisse être aussi épais. Comme ils sont toujours si fins, vous pouvez les traverser d'un simple coup de vent. Malgré l'éclat de voix, Abel insiste sur le fait que Ryo a vraiment conjuré un mur, un de ces murs robustes et résistants, mais la jeune fille rétorque en disant que, tout d'abord, une magie comme celle-là ne peut être lancée qu'à proximité de l'utilisateur, pas à distance. Comme le prétend ce type, Abel est clairement surpris par la colère de sa partenaire, tandis que Rhea lui dit de se calmer après tout. C'est comme ça que le type l'a vu. Fin de l'histoire. Toujours pas convaincu, l'un évoque ce non-sens à propos des wyvernes transpercées par des lances de glace, ce qui est tout simplement impossible car elles ont une barrière de vent qui dévie la magie. Cette fois, le chef reconnaît l'existence de la barrière, mais dit qu'il a vu de ses propres yeux les dragons se faire embrocher. Rhea remarque que la seule personne dont elle ait jamais entendu parler capable de faire une chose pareille était le légendaire mage infernal. Abel continue, se souvenant de la façon dont ce mage a brûlé un millier de soldats impériaux en une seule explosion, transformé une wyverne en cendre avec un seul sort, et effacé une ville entière de la carte avec une seule incantation. Donc, en bref, si leur compagnon a raison, Ryuya pense que ce type Ryo est honnêtement incroyable, mais elle détesterait voir le genre de ravage qu'il pourrait causer s'il se rangeait du côté de l'Empire, et l'un est d'accord que cela pourrait arriver. Malgré tout, Abel le rassure que ce ne sera jamais le cas après tout. Ce gamin déteste le nom ridicule de l'Empire d'Ubuk plus que tout au monde. Le lendemain, le professeur termine le cours d'introduction. Au cours des 5 derniers jours, les étudiants ont tout appris sur l'exploration des donjons. Mais cet après-midi, ils sont sur le point d'entrer dans le premier niveau d'un vrai labyrinthe. Amon admet qu'il est assez anxieux à ce sujet, et Ryo lui dit de se détendre pour l'instant, sinon il arrivera au donjon déjà épuisé. Avant de partir, le professeur ouvre le débat pour toute question. Le mage de l'eau demande donc s'il est possible de sauter directement à un repère que vous avez déjà terminé. Le professeur est impressionné par la question et explique qu'il existe des donjons avec quelque chose de ce genre dans les provinces du Sud. Cependant, Ryo ne trouvera rien de tel dans la caverne de Loon. De plus, il n'en a entendu que des rumeurs, il ne peut donc pas entrer dans les détails. Amon est impressionné que son ami soit même au courant de cela et dit qu'il n'est pas étonnant que Ryo soit déjà classé D. Ryo hausse simplement les épaules, disant que c'est quelque chose qu'il a entendu quelque part. En chemin vers l'événement, le professeur explique que le donjon de Loon est en fait au milieu de la ville, mais il est plus exact de dire que toute la ville a été construite autour de ce labyrinthe. Tous les quelques années, la population de monstres à l'intérieur se multiplie rapidement, un phénomène qu'ils appellent le rugissement des profondeurs. Parfois, les créatures qui apparaissent pendant cette période remontent à la surface, et c'est pourquoi il y a des murs doubles pour les empêcher de sortir de la ville. Amon a l'air inquiet à propos de ce rugissement des profondeurs, mais le professeur rassure les recrues en leur disant qu'ils n'ont pas à avoir peur. Cela n'arrive qu'une fois tous les quelques années. Un peu plus loin,
il montre le bureau de la guilde à l'entrée de la caverne où les aventuriers enregistrent leurs noms et les heures d'entrée et de sortie. Mais comme ces étudiants sont déjà inscrits au cours, ils n'ont pas à s'en soucier. Dans l'escalier qui descend au donjon, Ryo essaie de calmer Amon, qui est toujours visiblement tendu. Dans la première couche, le tuteur leur dit qu'il n'y a pas de monstre puissant à ce stade. Les étudiants sont donc libres d'explorer par eux-mêmes tant qu'ils restent près de l'entrée. Alors qu'ils errent dans une partie de la grotte, Ryo sent une menace cachée tapie dans l'obscurité. Il décide de geler l'ennemi en place avec de la magie pour qu'Aemon puisse le frapper avec son épée. Assez tôt, une fourmi soldat apparaît, et Ryo sait que la façon la plus simple de s'en occuper est de frapper la base de son cou. Le mage immobilise donc la fourmi avec 8 lances de givre, ouvrant la voie à son partenaire. Sans hésitation, Amon porte un coup propre au cou du monstre. Ryo ouvre ensuite la carcasse pour récupérer la pierre magique après tout. Ce sont des aventuriers, et ils doivent apprendre à gagner leur vie grâce à cela. Cette nuit-là, les deux retournent à la salle de guilde et sont félicités par leurs colocataires pour avoir terminé le cours et fait leur première course de donjon. Nils prend une gorgée de sa chope et grommelle que ce n'est pas de l'alcool, tandis qu'Ito explique qu'ils ne sont pas autorisés à boire ces trucs dans les dortoirs. Au fait, Ito est assez impressionné que ses amis aient réussi à abattre une fourmi soldat au premier niveau. Amon attribue tout le mérite à la magie de glace de Ryo, mais Ryo insiste sur le fait que c'était un travail d'équipe. Ito demande ce qu'il prévoit pour demain, et Amon dit qu'il aimerait retourner au donjon, mais il n'est pas encore très confiant. En entendant cela, Ryo l'invite à l'accompagner jusqu'à la 3e couche, ce qui illumine la journée d'Amon. À part cela, Ryo admet qu'il était un peu ennuyé de rencontrer une fourmi soldat au tout premier étage, car ce n'est pas censé arriver selon ce qu'ils ont appris en classe. Nils commente qu'il ne devrait y avoir que des chauves-souris dans les premiers stades quand Abel apparaît soudainement pour expliquer que les fourmis peuvent creuser des tunnels et traverser les couches du labyrinthe. Le groupe est stupéfait de voir le chef de l'épée écarlate en personne tandis que Nils se lève d'un bond, émerveillé, et demande à serrer la main de son héros. Avec humilité, Abel salue le jeune homme et lui dit de maîtriser son excitation. L'arme la plus importante d'un véritable aventurier est la survie. Ryo demande ce qui amène Abel à la salle de guilde si tard, et Abel répond que la mission d'aujourd'hui a pris plus de temps que prévu. Son équipe vient donc de rentrer. En parlant du reste de son groupe, ils finissent par trouver leur chef et lui rappellent qu'ils doivent se présenter au maître de guilde pour qu'Abel arrête de s'enfuir. Il essaie d'expliquer qu'il ne faisait que donner des conseils aux recrues, mais l'un ordonne à Warren de le porter sur son dos pour qu'il ne disparaisse plus. Après cela, l'un s'approche de Ryo et lui jette un long regard mystérieux, mais repart sans dire un mot. Les membres de l'épée écarlate partis, Amon commente que c'était toute une scène. Alors qu'Ito semble plus concentré sur la beauté époustouflante de Ria, Nils, lui, ne peut s'empêcher de penser à sa rencontre avec son idole, et Ryo ne comprend tout simplement pas pourquoi tout le monde en fait toute une histoire. Sur le chemin du maître de guilde, Ria dit à l'un que c'est impoli de fixer les gens comme ça. Mais l'un dit que si Ryo est vraiment ce mage incroyable dont tout le monde parle, il est naturel d'être curieux. Ria admet qu'elle est curieuse aussi, mais Abel dit aux filles d'être patientes. Elles verront bien assez tôt de quoi il retourne. À l'aube, Amon sort de sa chambre en trombe, prêt à se précipiter dans le donjon, mais Ryo lui dit de ne pas être aussi pressé. Plus tard, ils arrivent au bureau de la guilde dans le donjon pour s'inscrire. Au 3e niveau, ils éliminent quelques monstres en chemin, travaillant mieux en équipe lors d'un combat plus difficile. Alors que Ryo abattait les chiens à distance avec ses lances de glace, Amon prenait les devants avec son épée et parvenait à tenir tête à ses adversaires. Après le combat, le jeune guerrier sent la fatigue dans ses jambes, tandis que le mage lui tend la main pour l'aider à se relever et le félicite pour sa performance. Pendant une pause, Ryo remarque avec désinvolture qu'il y a quelque chose dans la technique à l'épée d'Amon qui lui rappelle Abel. Il lui demande si le professeur du garçon dans son village était un aventurier. Amon explique que son maître était un vieil homme nommé Kiro, qui avait été formé dans une prestigieuse académie de la capitale royale et avait appris un style célèbre appelé Hume. Naturellement, Amon a fini par suivre ses traces. Ryo lui assure qu'il deviendra aussi fort qu'Abel dès qu'il maîtrisera les bases du combat au corps à corps. C'est alors qu'Amon admet qu'il a toujours considéré son ami comme un mage, mais il s'avère qu'Abel est assez doué avec une épée aussi. Le sorcier explique qu'il avait un mentor qui s'entraînait avec lui il y a longtemps. Mais comme son propre style est unique, il n'est pas sûr que cela compte vraiment comme de l'escrime formel. À ce propos,
Rhea avertit Amon de ne pas trop forcer car son style de combat est assez épuisant. Pourtant, une fois qu'il aura compris, il sera capable d'éviter de se blesser car c'est en fait un style très sûr. C'est pourquoi Amon devrait développer son endurance à chaque fois qu'il en a l'occasion, peut-être en courant ou en faisant des exercices similaires après tout. Pratiquer régulièrement est le seul vrai chemin vers l'amélioration. Cela rappelle à Ryo l'époque où il voyageait avec Abel pendant un certain temps. Chaque matin, Abel se levait tôt pour s'entraîner, et même si tout le monde était d'accord, il était incroyablement talentueux. Le chef de l'épée écarlate ne se relâchait jamais quand il s'agissait de son entraînement. Inspiré par cette leçon, Aemon promet de continuer à travailler dur, et son compagnon ne peut s'empêcher de louer la détermination du garçon. Le lendemain matin, Mihara Ryo dit au revoir à ses colocataires alors qu'il part pour un rendez-vous, mais il ne va pas au donjon. Se promenant dans les rues paisibles, il se rend à la bibliothèque où il est accueilli par la femme à la réception. Elle le conduit à la section des livres d'alchimie afin qu'il puisse commencer ses recherches, et il est honnêtement stupéfait de voir à quel point l'endroit est immense. C'est sa première fois là-bas. Après tout, avec une pile de livres dans les bras, Ryo hésite entre lire les bases de l'alchimie et se plonger dans un livre de recettes alchimiques, alors il décide de prendre les deux. Dans la cour de la bibliothèque, il cherche un siège et pense que ce serait formidable s'il pouvait obtenir une copie de ses œuvres. Soudain, une ombre énorme balaie le ciel, qui était parfaitement clair il y a quelques instants. Levant les yeux, une paire d'habitants repère ce qui se passe. C'est une éclipse solaire. Instantanément, Ryo se lève d'un bond alors que des ombres le dépassent, et le sentiment qui l'envahit est que le monde entier a soudainement changé. Réagissant par instinct, il lève des barrières de glace et se protège d'un puissant jet de feu assez fort pour traverser tous les murs sauf le dernier. De la fumée sort une femme cornue qui réalise immédiatement qu'il y a un humain impliqué maintenant. Pas que cela ait de l'importance pour elle tant qu'il est éliminé. À en juger par son apparence et sa puissance pure, Ryo suppose qu'elle doit être un démon comparable à un behémoth ou même à un griffon. Et même s'il aimerait s'enfuir, il n'est pas sûr de pouvoir échapper à ce monde parallèle. Réfléchissant vite, il conjure plus de murs de glace et les renforce avec du mana. Encore une fois, un jet de feu s'écrase contre ses défenses, et tout ce que Ryo peut faire, c'est espérer ne pas être brûlé par une puissance aussi écrasante. Le démon crée un espace dans la glace, lançant un petit projectile à travers l'ouverture, visant directement Ryo. Même s'il le touche, il semble complètement indemne. Elle est impressionnée qu'il ait réussi à résister au feu de l'enfer, mais ce qui la choque vraiment, c'est qu'il ait dissipé la lance du vent. L'étudiant un peu plus, la démone remarque qu'il porte la robe du roi des fées, ce qui explique beaucoup de choses. Pourtant, déclare-t-elle, rien de tout cela n'a d'importance si elle le tranche avec son épée. Le combat éclate, et il est clair que la démone a le dessus en matière de vitesse. Mais Ryo maintient une défense solide, bloquant chaque frappe jusqu'à ce qu'il soit capable de mettre une certaine distance entre eux pour une contre-attaque magique, prouvant qu'il n'est pas juste un bleu. Il tire des douzaines de lances de glace. Aussi implacable soit-elle, la démone est si rapide qu'elle les esquive toutes. Glissant sur le champ de bataille avec de puissantes enjambées, riant de ses tentatives, Ryo réalise qu'elle utilise la magie du vent pour augmenter sa vitesse. Mais avant qu'il ne puisse trouver un plan pour contrer cela, elle comble à nouveau l'écart pour un autre assaut à l'épée. Heureusement, Ryo manie l'épée du roi des fées, et il sait que tant qu'il maintient sa garde, il ne sera pas touché même s'il est plus lent que son adversaire. De plus, ses coups ne sont rien comparés à ceux que son propre maître avait l'habitude de donner. Curieuse de savoir qui est ce gamin bien équipé, la démone invoque une flamme, mais elle est instantanément étouffée par une des lances de glace de Ryo. Elle peut voir qu'il est puissant, mais le fait qu'il se batte réellement l'enrage. Il est hors de question qu'elle recule maintenant. Sans hésitation, elle se lance à nouveau, se lançant dans un autre combat à l'épée frénétique. Bien qu'elle ait la vitesse et l'agression, Ryo contre avec une concentration inébranlable et une précision suffisante pour que le match reste parfaitement égal. Avec un peu d'espace entre eux à nouveau, le mage a recours à ce qui pourrait vraiment faire pencher la balance, sa magie de glace. La démone, quant à elle, utilise son truc habituel, s'enveloppant de feu pour se protéger des lances et ajoutant des murs de terre pour faire bonne mesure. Mais Ryo réalise quelque chose d'inattendu, tirant des projectiles depuis le sous-sol et sous tous les angles possibles. Cela brise finalement ses défenses et la laisse blesser. Avec son rival sur les cordes, Ryo insiste pour le coup de grâce,
mais la créature commence à se régénérer rapidement au milieu de la bataille. Et juste comme ça, le combat revient à la case départ. Pour aggraver les choses, elle montre une force immense, l'envoyant voler vers un bâtiment. Maintenant, la démone a un avantage certain ou du moins c'est ce qu'elle pense. Soudain, elle remarque des gouttes de pluie qui tombent du ciel. Mais au lieu de simplement la tremper, chaque goutte brûle comme de l'acide. Avec l'averse qui fait rage au-dessus, elle est obligée de lancer un mur de terre pour éviter d'être détruite sur place. Ryo revient sur le champ de bataille mais décide de garder ses distances cette fois-ci. Puisque cet ennemi refuse d'admettre sa défaite, honnêtement, c'est le mouvement le plus intelligent qu'il puisse faire, le démon déchaîne son bouclier avec une force si terrifiante que s'approcher serait un suicide. Une fois que c'est fait, l'éclipse commence lentement à s'estomper et la lumière du soleil recommence à se répandre sur Lune Square. Il y a des lustres que cette entité n'a pas affronté un combat aussi équilibré. Mais, malheureusement, son temps est écoulé et elle doit se retirer. Elle aurait adoré continuer. Mais ce confinement était un cas spécial, quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler pleinement. Finalement, la femme se présente comme Léonore Urraca Albuquerque et demande le nom du garçon, qui lui donne en retour. Bien qu'elle aurait aimé le tuer, Éléonore se rend compte que Miara Ryo n'est pas le genre d'ennemi qu'on peut juste détruire quand on en a envie. Quoi qu'il en soit, que l'humain le veuille ou non, le démon promet qu'elle reviendra pour une revanche. Un vrai combat où ils pourront régler qui est vraiment le plus fort. Et si d'autres de son espèce se pointent, elle demande au gamin de ne pas perdre car désormais, sa vie lui appartient, et elle seule a le droit de la prendre. Alors que la lumière du soleil revient complètement, le démon disparaît, et la tête de Ryo se met à tourner après une bataille aussi folle. Ça lui rappelle qu'il voulait acheter des livres. Alors il se dépêche de retirer de l'argent et retourne au dortoir, aux anges de découvrir que son compte est plein d'argent grâce à la vente de ses pierres de Wyvern. Mais quand il ouvre sa porte, les gars sont introuvables, alors il se dirige vers la bibliothèque. En regardant par la fenêtre, il aperçoit ses colocataires menacés par un groupe de 5 punks. Le trio de la chambre 15 râle d'avoir été pris en embuscade, mais les fauteurs de troubles précisent qu'il n'y a aucune règle qui dit qu'ils doivent prévenir avant d'attaquer. C'est comme ça que ça marche dans les donjons. Alors Ryo en assomme 4 avec un sort d'eau, ne laissant que le meneur et lui renvoie sa propre logique en pleine figure. Nils intervient, disant que ce type est Dan de la chambre 1. Ryo sourit et demande si le grand homme va s'enfuir la queue entre les jambes maintenant que ses potes sont à terre. Dan ne l'entend pas de cette oreille. Il se jette sur le mage, qui le frappe promptement à l'estomac avec ses épées, faisant vomir le type sur place. Une fois cela réglé, Ryo tend une potion à Ito car lui et Nils sont rejoints à Aemon pour ses courses matinales. En plus d'eux, le mage d'eau lui-même pourrait avoir besoin d'être rafistolé. Alors que Ryo prend un bain bien mérité pour se recharger, le prêtre du groupe utilise une guérison mineure pour réparer son épaule, celle qui a pris le coup des vents d'Éléonore. Ito plaisante en disant que si cette frappe avait atterri dans son cœur, Ryo serait mort. Mais Ryo explique que c'est exactement là où elle visait. Il a juste réussi à esquiver à la dernière seconde. Bien sûr, tout le monde meurt d'envie de savoir qui il a combattu. Mais Ryo promet seulement de révéler les détails un autre jour, pas aujourd'hui. Seul avec ses pensées, Ryo réalise qu'il a encore beaucoup à apprendre sur ce confinement et les puissants démons qui rôdent dans ce monde. L'instant d'après, nous voyons Nils, Ito et Imon se diriger vers le donjon de la ville. Cette fois, lorsque le plus jeune membre de l'équipe se blesse au bras, il y a effectivement un prêtre pour le soigner. Après avoir lutté contre quelques monstres, Ito souligne que trouver des archers gobelins au 5e étage est un mauvais signe, des créatures de ce niveau ne devraient pas être là. À cause de cela, Nils suggère de retourner à la surface, rappelant à tout le monde que la survie est notre priorité absolue. Ito plaisante en disant qu'il a totalement volé cette devise à Abel, et le gamin répond que, honnêtement, il est assez évident que la vie est la chose la plus importante. Donc, le chef de l'épée écarlate n'avait pas vraiment besoin de le dire à voix haute. Alors qu'il se prépare à partir, Aemon déplore que Ryo ne fasse pas partie du groupe aujourd'hui. Les autres lui rappellent qu'il est préférable de former une équipe avec des membres d'un niveau similaire, et, eh bien, le mage d'eau est bien au-dessus de leur niveau. Pendant ce temps, quelque part dans l'ombre de la caverne, un monstre massif achève un homme avec de brutals balancements de sa hache. De retour à la surface, juste à l'extérieur des murs de la ville de Lune, Ryo se tient à regarder les champs de blé doré,
se parlant à lui-même de la façon dont la magie de Léonore hier était d'un tout autre niveau. Pourtant, en termes de vitesse d'incantation, il estime qu'ils sont à peu près à égalité. Quoi qu'il en soit, la règle est simple. Rayo doit renforcer ses faiblesses autant que ses forces, afin que tout devienne un point fort. En plus de cela, il analyse la vitesse de déplacement de la fille démon et admet à lui-même qu'il était jaloux de sa capacité à combler l'écart instantanément, probablement une sorte de magie du vent. Mais l'envie seule ne le mènera nulle part. Alors Rayo commence à réfléchir à des moyens de reproduire cette accélération en utilisant les outils à sa disposition. La première idée qui lui vient à l'esprit est le jet d'eau. Il l'a déjà utilisé pour se lancer hors de l'eau. Mais sur la terre ferme, il aura besoin d'un coup de pouce supplémentaire. Dans cette optique, le mage conjure un chemin de glace pour servir de rampe de lancement glissante. Imaginant le jet d'eau jaillir de son dos pour le propulser vers l'avant, l'idée fonctionne réellement, du moins assez bien pour lui donner un petit coup de pouce. Mais le jet d'eau s'épuise rapidement, le laissant bloqué. Réalisant qu'il a besoin de plus de puissance, Rayo met sa pratique en suspens et se dirige vers la bibliothèque pour faire des recherches sur les démons et l'alchimie. En parlant de la bibliothèque, l'un est occupé à fouiller des livres sur les sorts interdits, à la recherche d'un moyen de conjurer un épais mur de glace dans les airs ou des lances de glace suffisamment pointues pour percer les défenses d'une wyverne. Mais elle ne trouve tout simplement pas ses sorts nulle part, pas même son maître, Hilarien, ne les a jamais réussis. Dans son esprit, ce sont peut-être des sorts originaux que Ryo a inventés lui-même. Pour autant qu'elle sache, le seul qui peut faire ça est le mage infernal de l'Empire. Et même alors, c'est rare. Au cours de ses recherches, l'un tombe par hasard sur Sera, une amie elfe. L'un demande si Sera s'est absentée de Lune pour affaires pour la capitale royale, et Sera le confirme. En parlant de travail, Sera mentionne qu'elle a déjà quelqu'un qui l'attend et qu'elle doit y aller. Pendant ce temps, alors que les garçons de la chambre 15 reviennent du donjon, ils rencontrent la vendeuse préférée de Nil, Nina. Le gamin est tellement épris qu'il est pratiquement sur une autre planète chaque fois qu'elle est dans les parages, alors Ito doit le ramener à la réalité avec un coup de son bâton. Nina commente que le groupe est de retour tôt, et le prêtre explique qu'ils ont une très bonne raison pour cela. Il lui montre ensuite la pierre magique d'un archer gobelin et explique qu'ils en ont rencontré un au 5e étage, ce qui est bizarre car il n'y a pas eu de signe de ces gobelins à ce niveau depuis des années. Immédiatement, Nina s'excuse pour alerter le maître de guilde, promettant également d'afficher un avertissement sur le tableau d'affichage. Sur ce, les trois aventuriers partent vendre leur pierre magique. Quand Hugh McGlass entend la nouvelle, il se souvient que les archers gobelins n'apparaissent généralement qu'à partir du 10e étage, un signal d'alarme certain. Il demande combien de groupes de rambés il y a en ville, et Nina répond, juste l'épée écarlate et la brigade blanche. La brigade blanche dirigée par Phelps est revenue il y a 2 jours d'une expédition. Sur ce, le maître de guilde ordonne de convoquer les 2 équipes. Plus tard, quand il découvre qui d'autre a été appelé, Abel se plaint déjà. Il ne s'est jamais vraiment entendu avec la brigade blanche. Rieya trouve ça drôle plus qu'il connaît ces gars depuis l'enfance, tandis que l'un lève les yeux au ciel et lui dit qu'il se plaint trop, et qu'il devrait être plus comme Warren qui ne dit jamais un mot. D'une manière ou d'une autre, il n'y a pas d'échappatoire à la responsabilité. C'est pourquoi l'épée écarlate se dirige ensemble vers le bureau de Hugh McGlass. En attendant, Phelps dit rapidement bonjour à tout le monde, et Abel se sent mal à l'aise devant le chef de la brigade blanche. Hugh commence la réunion en remerciant tout le monde d'être venu et passe directement au but. Le rapport sur les archers gobelins au 5e étage du donjon de Lune est absolument vrai. Son plan est que les 2 équipes entrent ensemble dans le donjon à l'aube, en vérifiant les signes du rugissement profond qui est une explosion soudaine de la population de monstres. Cela fait 10 ans depuis le dernier, donc cela pourrait arriver à tout moment, surtout maintenant que des gobelins ont été repérés au 5e étage. Chaque équipe recevra 100 pièces d'or à l'avance pour ce travail et 200 autres une fois terminé. Si le rugissement profond est confirmé, tous les aventuriers doivent retourner immédiatement à la surface. Dans ce cas, le maître de guilde fermera le donjon, scellera l'entrée et demandera aux aventuriers de mettre en place des défenses aux côtés des chevaliers derrière les doubles murs. Une fois tous les détails expliqués, Abel accepte la mission au nom de son équipe, et Phelps fait de même pour la brigade blanche. Le lendemain matin, Rayo surprend ses colocataires en sortant si tôt. Il explique qu'il prévoit de visiter la bibliothèque du côté nord aujourd'hui, car elle est censée avoir des documents plus spécialisés sur l'alchimie que celle du sud.
Ito dit que seuls les aventuriers de rang des hauts supérieurs sont autorisés à utiliser cette bibliothèque, donc le mage de l'eau est qualifié. Amon demande si les rumeurs sur une section interdite sont vraies, ce qui excite encore plus Ryo. Le prêtre explique que seuls les rangs B et plus peuvent entrer dans cette zone, ce qui déçoit un peu le mage. Mais Nils lui assure qu'il ne tardera pas à atteindre ce niveau. En parlant de montée de niveau, Nils lui-même rappelle à tout le monde qu'aujourd'hui est le jour pour le groupe d'avancer un peu plus dans le donjon, il est donc temps de se préparer. Quand ils arrivent, Ryo paie les frais d'entrée et obtient son laissez-passer. Alors qu'ils traversent les couloirs, il remarque que la bibliothèque sud est plus grande, mais il y a quelque chose de différent dans l'air. Même s'il est sûr que les gens penseront qu'il est fou de faire des recherches sur les démons, Ryo cherche quelqu'un qui puisse l'aider à trouver les livres qu'il veut. Montant au 2e étage, il tombe directement sur Sora, l'elfe qui est l'ami de l'un, celle qu'il avait croisée dans la rue. Les yeux de Ryo s'illuminent instantanément quand il la voit. Pendant ce temps, l'épée écarlate arrive à l'entrée du donjon aux côtés de la brigade blanche. Les deux chefs se saluent et Abel vérifie si Phelps a vraiment amené 20 combattants. C'est le cas, la moitié du régiment de la brigade, tous de rang C au supérieur. Une fois qu'il semble que tout soit prêt, Hugh se prépare à ouvrir la porte du donjon, mais Abel l'arrête, disant qu'il a un mauvais pressentiment à ce sujet. Dans cette optique, il dit à Lynn d'utiliser un sort de vent pour explorer le premier repère. Une fois qu'elle l'a fait, la sorcière détecte des centaines de créatures rassemblées juste à l'entrée. C'est tout ce dont ils ont besoin comme preuve. Le rugissement des profondeurs se produit. Le maître de guilde ordonne immédiatement que les autorités soient averties que les monstres pourraient arriver à tout moment. De retour à la guilde, le groupe de la chambre 15 voit l'avis de fermeture du donjon. Quand soudain un aventurier fait irruption, criant au sujet du rugissement des profondeurs, tous les membres de la guilde présents reçoivent l'ordre de prendre position au-dessus du premier mur et d'être prêts à attaquer immédiatement. Pendant ce temps, dans la bibliothèque, Sera reconnaît Ryo et se présente officiellement. Quand elle lui demande ce qu'il fait là, le mage de l'eau manque de lâcher qu'il fait des recherches sur les démons, mais se reprend au dernier moment. Au lieu de cela, il dit qu'il est ici pour étudier l'alchimie. Son but ultime est de créer un golem. Sera commente l'ambition du jeune homme. Elle doute qu'il y ait des livres spécifiquement à ce sujet ici, mais il y en a qui pourraient l'orienter dans la bonne direction. Comme elle connaît à peu près tout sur l'endroit, l'elfe propose de l'aider. En chemin, ils parlent de leur amour pour les livres. Ryo dit qu'il lisait tout le temps avant, mais ça fait un moment, alors être ici le rend un peu nostalgique. Sera le taquine, disant qu'il donne l'impression qu'il est loin des livres depuis des décennies. Ryo évoque doucement le fait qu'elle est une elfe, laissant entendre que son sens du temps est probablement très différent. Comme les elfes vivent beaucoup plus longtemps que les humains, Sera confirme qu'elle n'est pas seulement une elfe, mais aussi la seule membre d'une équipe de rang B appelée Vent. Ryo dit qu'un ami lui a dit qu'il n'y avait qu'un seul elfe en ville, et Sera est d'accord que les elfes sont rares dans les colonies humaines. Elle admet que cela la fait se sentir un peu déplacée parmi les siens, mais au moins être ici l'a amenée à rencontrer Ryo, et c'est une bonne chose. Loin de cette petite étincelle de romance, l'entrée du donjon de Loon est dans le chaos, le plus sauvage qu'elle ait été depuis des années. Avec le rugissement des profondeurs en cours, toutes les portes d'accès sont verrouillées, tandis que tous les aventuriers disponibles s'équipent pour une invasion de monstres. En un rien de temps, des centaines et des centaines de pas précipités peuvent être entendus derrière la porte, et Naklas annonce « Les voilà ». Comme un bélier, une horde de gobelins fracasse la porte renforcée qui les avait enfermés. La première réponse des humains est une volée de flèches et de sorts, essayant d'éliminer autant d'ennemis que possible à distance. Malgré le désavantage, les gobelins tirent des flèches sur le mur, réussissant à toucher quelques cibles blessées qui sont rapidement soignées par des guérisseurs et des prêtres. Au même moment, l'ordre des chevaliers du marquis de Loon prend position pour ajouter plus de puissance de feu avec leurs archers. Hugh se sent fier, réalisant que sa conversation avec le commandant Neville le chevalier a porté ses fruits. Pourtant, le nombre de gobelins qui sortent du donjon est absurde. Le chef de guilde transpire à grosses gouttes. Ses dents serrées. Des douzaines de flèches font tomber des douzaines de monstres. Mais plus ils en tuent, plus ils semblent en apparaître. Alors que Phelps mène ses troupes et leur rappelle de rester hydratés pour le long combat à venir, Abel dit à l'un de garder son mana pour des moments plus décisifs. À moins, bien sûr, qu'elle n'ait un sort dans sa manche qui puisse anéantir tous ces gobelins en même temps. Si c'est le cas, c'est le moment. L'un grommelle que c'est un peu trop même pour elle,
tandis que Rhea prévient qu'ils sont à court de flèches. En fait, il n'en reste que 2. Juste à ce moment-là, des aventuriers arrivent en transportant des barils de flèches qu'ils ont réussi à prendre dans les armureries de la ville. Tractant l'un des barils, Nils le tend directement à Able. Il transmet également un message du maître de guilde. Selon MacGlass, il y a probablement quelque chose de plus gros qui attend derrière la horde, donc l'épée écarlate devrait être prête à affronter cette menace. Des heures plus tard, à l'approche de l'aube et la plupart des gobelins éliminés de loin, Hugh donne l'ordre à l'épée écarlate et à la brigade blanche de sauter du mur et de passer à l'offensive. Lynn amortit la chute avec un sort de vent, permettant à tout le monde de sauter en toute sécurité et de charger les gobelins restants. Malgré une prétendue rivalité, Abel et Phelps travaillent étonnamment bien ensemble en tant que chefs. Une fois les petits monstres achevés, les 2 chefs à l'avant préviennent que 3 généraux gobelins arrivent, ce qui signifie qu'il y a encore un roi derrière eux. Able annonce que lui et Phelps en prendront chacun un, tandis que Rihanna et Shayna s'occuperont du 3e. Le plan est simple. Éliminer les généraux avant que le roi ne se montre. Alors que la bataille commence, Able s'avance pour affronter son adversaire, esquivant un lourd coup d'une longue épée. Au même moment, Phelps enfonce sa lance dans l'épaule de son adversaire. Alors que Rikia conjure un javelot de lumière pour affronter l'officier ennemi, Able réussit à trancher les 2 mains de sa cible, scellant presque leur victoire jusqu'à ce qu'un son résonnant des profondeurs du donjon le fasse crier à tout le monde de se baisser. Soudain, une puissante rafale balaie le champ de bataille avec une force acérée. Warren réussit à empêcher l'un d'être coupé en 2 avec son bouclier massif, mais quelques gobelins n'ont pas cette chance. Ayant survécu à la rafale de vent, Rihiro remarque que la force et la vitesse derrière ce sort dépassent de loin l'original. Mais ce n'est pas tout. La vue d'une créature géante émergeant du donjon dit à Abel que ce n'était qu'une partie du plan du roi gobelin. Il était prêt à tuer ses propres généraux juste pour distraire l'ennemi. Agissant rapidement, Phelps esquive la hache du gobelin et enfonce sa lance dans sa poitrine, mais l'armure du monstre absorbe complètement le coup. Able essaie de se rapprocher également, mais l'ennemi est assez fort et rapide pour repousser à la fois lui et le lancier avec une facilité terrifiante. Du haut du mur, Hugh ne peut rien faire d'autre que regarder, comptant sur ses meilleurs aventuriers puisque seules leurs épées et leurs lances enchantées ont une chance contre un ennemi de cette ampleur. Pourtant, armes spéciales ou non, les aventuriers luttent. Face à une autre attaque de vent du roi gobelin, Able utilise sa technique d'épée, ombre parfaite, pour trancher le courant. Rapprochant la distance, il surprend le gobelin avec une frappe percée complète à la poitrine suffisante pour percer l'armure du monstre, mais pas pour mettre fin au combat. Anticipant cela, Abel appelle l'un à faire son mouvement. La mage déchaîne un barrage de tirs, martelant le géant jusqu'à ce qu'après une grêle incessante, il s'écrase finalement au sol. Avec le roi ennemi tué, les combattants sur le mur éclatent de joie. Alors que les principaux responsables de la victoire échangent des regards stupéfaits comme si cela n'avait pas encore fait son chemin, Phelps apprend d'Abel que l'un avait été protégé par Warren tout le temps juste pour qu'elle puisse lancer son sort, et le chef de la brigade blanche loue la stratégie de l'épée écarlate. Pendant ce temps, Ryu passe un après-midi insouciant avec la jolie elfe jusqu'à ce qu'il soit temps de dire au revoir. Mais une entrée cachée dans le donjon laisse entendre que le mage de l'eau sera bientôt entraîné dans cette guerre également. La nuit, il est retourné à la guilde, et l'endroit ressemblait plus à une taverne avec des gens buvant et célébrant quelque chose. Dans son bureau, tout ce que le maître de guilde voulait, c'était être en bas en train de trinquer avec les autres, mais au lieu de cela, il était enfoui sous des piles interminables de paperasse sur les questions bureaucratiques les plus ennuyeuses. En plus de cela, des chercheurs de la capitale royale devaient arriver à tout moment pour enquêter sur ce qui s'était passé. Comme il avait été décidé, le donjon resterait fermé pendant un mois, mais le pire était encore à venir. Libre de tel fardeau, Ryu erra dans le hall et trouva les aventuriers célébrant la fin du rugissement des profondeurs. Parmi les plus animés se trouvait Nils, racontant avec animation comment Abel avait enfoncé son épée profondément dans le roi gobelin, puis avait signalé à l'un de lancer un sort. Selon Ito, ce sort était pluie de balles, l'un des plus puissants de l'élément vent. Finalement, Amon demanda comment Abel était le seul à avoir réussi à faire ça. Et en parlant de lui, le chef de l'épée écarlate lui-même est arrivé pour révéler qu'il avait utilisé sa technique d'ombre parfaite, qui lui permettait d'esquiver toute attaque à distance, y compris la magie. Nis perdit pratiquement son sang-froid à la vue de son idole, louant à quel point il avait été incroyable aujourd'hui. Alors que le héros prit également un moment pour complimenter la performance de son camarade au combat.
Peu de temps après, Lin et Rhea s'approchèrent du chef, et la mage blonde remarqua que Ryo devait être sa personne préférée. D'une manière ou d'une autre, Ryo détecta une pointe d'hostilité dans son ton. L'autre magicienne demanda s'il pouvait vraiment lancer un mur de glace en plein milieu des airs, et il confirma qu'il le pouvait tant qu'il ne dépassait pas 40 mètres. Pourtant, c'était un sort délicat, et il lui avait fallu beaucoup de temps pour le maîtriser. L'un voulait savoir si c'était un sort original, mais Ryo n'avait aucune idée de ce qu'elle voulait dire. Elle expliqua que la plupart de la magie était lancée en utilisant des incantations existantes, mais Ryo croyait que les incantations n'étaient qu'une question de préférence personnelle, ce qui la laissa sans voix. Lorsque le mage partit avec ses amis pour manger quelque chose avant que la nourriture ne soit épuisée, Abel dit à Lin que le gars semblait penser que les incantations existaient juste parce qu'elles sonnaient cool, surtout puisqu'il pouvait lancer sans elles. Lin trouva cela difficile à croire, pensant que c'était bien au-delà de la normale. Le lendemain, le trio de la chambre 15 retourna à la guilde. Grognaillant qu'il n'y avait pas de mission disponible pour eux, Ryo se présenta et demanda s'ils n'avaient pas de demande en attente. Ménis expliqua qu'il n'y avait rien. Depuis que le donjon avait fermé, ils avaient même pensé à accepter du travail en surface. Mais la récente affluence de personnes avait été trop importante, et les acheteurs annulaient leurs commandes. Amon demanda alors si Ryo cherchait du travail. Mais en vérité, il était à la recherche d'un minéral dont il avait besoin pour la pratique de l'alchimie, un minéral qui était maintenant complètement épuisé. Ito devina qu'il s'agissait de minerais de cuivre magique, un article coûteux, et Ryo révéla qu'une poignée coûtait 500 000 florins, soit 5 pièces d'or, une petite fortune. Miss remarqua que ce devait être agréable d'être riche. Alors qu'il ne pouvait même pas obtenir un petit travail facile et bien rémunéré avec un cœur d'or, le mage de l'eau proposa un contrat pour qu'il collecte le minerai quelque part où il pouvait encore être trouvé. Ito se souvint qu'il y avait une mine abandonnée près du village de Ruseille, à environ une demi-journée de marche d'ici. Ryo leur offrit 4 pièces d'or chacun, qu'ils réussissent ou non à en collecter. Ensuite, il achèterait tout ce qu'il trouverait pour 25 pièces d'or chacune. Nis demanda s'il était sérieux, et Ryo expliqua que cela lui coûterait un total de 37 pièces d'or, toujours bien moins qu'il ne le paierait dans la ville. Après le départ des trois, Ryo entendit par la fenêtre, un groupe de soldats harcelant une petite fille juste parce qu'elle ne leur avait pas servi la boisson qu'ils voulaient. Dan intervint pour la protéger, repoussant le soldat qui la tenait, ce qui fit dégainer son épée à l'homme et ricaner que les aventuriers sales devraient apprendre les bonnes manières. Puis, sans avertissement, l'homme s'effondra soudainement au sol. Confus, accusant Dan de l'avoir fait trébucher, le soldat se releva plus en colère qu'avant seulement pour retomber. Il s'avéra que Phelps était derrière les chutes, ordonnant aux soldats du royaume de se retirer. Mais le chef du guerrier n'était pas intimidé, rétorquant que Phelps et le maître de guilde seraient exilés pour les avoir défiés. C'est alors que Phelps révéla qu'il était un aventurier, mais aussi un noble de ce royaume. Son nom était Phelpsa Enlin, héritier de la maison Enlin. L'un des soldats le reconnut comme un ancien commandant des chevaliers royaux, et le jeune homme confirma que son père était Alexis Enlin. Sur ce, le noble ordonna à la racaille de se perdre, et ils se dispersèrent comme des rats effrayés. Lorsque les victimes le remercièrent, Phelps loua le courage de Dan d'être intervenu. Et sur ce, les jeunes partirent. Puis, repérant Ryo à la fenêtre de la guilde, Phelps se présenta comme le capitaine de la brigade blanche. Abel lui avait dit que le mage de l'eau possédait des capacités remarquables, mais maintenant il était heureux de l'avoir vu par lui-même. Ryo fit l'idiot, mais le capitaine savait très bien que c'était le mage qui avait fait glisser les soldats avec de la glace. En fait, selon Phelps, Abel avait dit que vaincre le rugissement des profondeurs aurait été beaucoup plus difficile sans l'aide de ce jeune talent. Juste à ce moment-là, Shena s'approcha du chef et l'invita à partir. Alors qu'il s'éloignait, Ryo devina que tous les deux devaient être forts. Bien qu'il ne pouvait pas comprendre pourquoi le fils d'un marquis choisirait d'être un aventurier. Quand la nuit tomba, le jeune homme s'arrêta à la guilde pour manger quelque chose avant de se coucher. Abel s'assit à sa table et commanda le plat du jour. Comme il était rare de le voir seul à cette heure-ci, Ryo devina qu'il se dirigeait vers le quartier des plaisirs après s'être rempli l'estomac, mais Abel posa rapidement une main sur sa bouche avant que quiconque puisse entendre. À en juger par sa réaction, le mage comprit que l'épéiste ne voulait pas aborder le sujet, mais dans sa tête, il était convaincu qu'Abel avait quelque chose avec l'un. Distrait, Abel laissa échapper que celui qui s'intéressait à cette fille était en fait Warren. Il regretta immédiatement d'avoir vendu la mèche et dit à son compagnon d'oublier ce qu'il avait entendu.
Sur ce, Ryo remarqua que la différence de taille entre les deux pourrait causer des problèmes dans certaines situations, mais ce qui comptait vraiment, c'était l'amour. Maintenant que l'un était à Warren, il suggéra à Abel de courir après Ria à la place. C'est alors que l'épéiste perdit patience et révéla finalement qu'il était venu demander de l'aide. Peu de temps après, ils se dirigèrent vers le quartier des plaisirs. Abel expliqua que l'un des enquêteurs envoyés à Loon était une vieille connaissance à lui, et cet homme avait amené des chevaliers royaux comme garde. Mais il semblait qu'il y avait quelques mauvaises pommes dans ce groupe. Bref, certains gardes s'étaient de nouveau éclipsés, et la mission d'Abel était de les retrouver avant qu'ils ne causent des problèmes. En entendant l'histoire, Ryo aperçut des aventuriers dans la rue qu'il ne se souvenait pas avoir vus à la fête de bienvenue d'Abel. Bien sûr. Loon recevait souvent des aventuriers en visite, mais avec le donjon fermé, c'était suspect. Les deux décidèrent de traquer les hommes pour examiner la situation de plus près jusqu'à ce qu'ils soient pris au dépourvu par une embuscade dans une ruelle sombre. Bloquant la première frappe d'épée avec sa protection d'épaule, Ryo conjura des plaques de glace pour assommer les attaquants. Au sol, Abel trouva une sorte d'outil alchimique et le rangea comme preuve, bien que le mage de l'eau mourait d'envie de mettre la main sur la chose. Le capitaine de l'épée écarlate fouilla les affaires des attaquants et découvrit qu'il s'agissait d'aventuriers de Rance et de Jaéclair, la capitale de Andelieu. Une fois cela confirmé, il décida de les remettre à la garde de la ville afin que l'enquête puisse aller plus loin. Non loin de là, Phelps marchait seul près de l'aqueduc de la ville, au milieu de la nuit. Les soldats qu'il avait humiliés plus tôt dans la journée sont venus le chercher, prêts à régler leur compte. Mais au moment où ils allaient dégainer leurs épées, ils ont tous été touchés au cou par des fléchettes magiques. Chantant une incantation, Shena apparut derrière les guerriers et déclencha le sort infernaux. Effaçant les ennemis sans laisser de traces, sans se retourner, Phelps félicita sa partenaire pour son travail. Le matin venu, Ryo se dirigea vers la guilde et entendit des nouvelles très importantes. À l'intérieur, Hugh McGlass fulminait contre un groupe d'hommes. Selon lui, ils avaient réorganisé les réserves de nourriture de la guilde dès leur arrivée, rouvert le donjon le jour même pour une enquête, et exigeaient même des aventuriers pour leur protection. Clive Staples, l'un des hommes présents à la réunion, expliqua que Sa Majesté royale avait nommé le comte Harold Lawrence, ministre de l'Intérieur, pour diriger cette expédition de recherche et avait donné à Clive toute autorité sur l'équipe. Malgré cela, Hugh contesta le décret, insistant sur le fait que certaines choses ne pouvaient tout simplement pas être faites. Lassé des chamailleries, un autre homme s'excusa auprès du maître de guilde pour la nourriture et promit de faire venir des provisions des villes voisines à partir de maintenant. Clive interrompit, disant que cela pourrait résoudre le problème des provisions, mais précisa qu'il ne reviendrait pas sur la réouverture du donjon. Sur ce, McGlass céda à contre-cœur, mais à une condition. Si quelque chose arrivait, la ville de Loon et ses aventuriers n'assumeraient aucune responsabilité. Clive était irrité par l'audace du maître de guilde, mais son compagnon admit qu'il n'y avait pas d'autre solution. De plus, l'homme pensait qu'embaucher des aventuriers à des tarifs supérieurs à la norme ne poserait pas de problème. McGlass répondit que cela dépendait des aventuriers eux-mêmes, mais il s'assurerait qu'ils sachent qu'il n'y avait aucune trace de l'état du donjon après un rugissement des profondeurs. Pendant ce temps, Ryo arriva au manoir où séjournait le groupe d'Abel. Alors qu'il avait l'intention de manger un morceau à la cafétéria, une petite fille sortit en courant, paniquée, disant au mage qu'elle devait se rendre immédiatement à la guilde des aventuriers pour remettre une lettre très importante. Ryo décida de reporter son repas pour aider la pauvre enfant. Une fois à la guilde, la jeune fille remit à l'épée écarlate un message du professeur Alarian de la capitale. Selon le messager, quelqu'un de leur logement avait dit qu'il les trouverait là-bas. Abel lut la lettre et révéla qu'Alarian demandait le soutien des mages de la cour dans l'enquête sur le donjon. Cela inquiéta le capitaine car la raison pour laquelle le donjon avait été fermé après les rugissements il y a des décennies était qu'un groupe de rang A y était entré et n'était jamais revenu. Et ce n'était pas n'importe quel groupe de rang A. Leur chef était presque de rang S, pratiquement surhumain. Pourtant, même lui n'était jamais revenu. En d'autres termes, personne ne savait à quoi ressemblait la grotte après un rugissement des profondeurs. Juste pour montrer qu'il était attentif, Ryo convint que la meilleure solution était de rester loin de cet endroit et prit congé pour enfin aller manger quelque chose. Ria demanda à la petite fille son nom, et elle répondit, Nathalie Charotskov. Leia se demanda si elle était de la célèbre famille de mages d'eau, et l'enfant le confirma, bien qu'elle admit qu'elle avait encore beaucoup de chemin à parcourir.
Le membre de l'épée écarlate demanda si Nathalie connaissait un sort qui pouvait créer un mur de glace en l'air à distance, mais la jeune fille n'avait jamais entendu parler d'une telle chose. Abel remarqua que sa partenaire s'attardait encore sur la question, et elle répondit que tout mage qui en entendrait parler serait curieux aussi. Nathalie demanda si l'épée écarlate connaissait cette magie, et Ria lui dit que Rayo, le jeune homme qu'elle venait de voir, pouvait l'utiliser. Abel saisit alors l'occasion de déclarer qu'aucun membre du groupe ne devait combattre Rayo en aucune circonstance. Selon lui, même si tous les quatre unissaient leurs forces contre lui, il serait anéanti. Si une telle situation se présentait, il devait se rendre immédiatement. Sur ce, il dit à Nathalie de chercher Rayo si jamais elle avait besoin d'aide et ne trouvait pas l'épée écarlate. Après la réouverture du donjon, l'un des hommes de la réunion avec McGlass remit au groupe un détecteur de mana résiduel utilisé pour collecter toute trace d'énergie magique laissée dans l'environnement. Ces traces seraient renvoyées à l'équipe d'analyse dans la tente. Abel remarque qu'un de ses amis est fasciné par ce genre d'objet alchimique, ce qui fait que l'homme lève un sourcil, surpris que le capitaine de l'épée écarlate ait réellement des amis. Quoi qu'il en soit, Abel rappelle à ses compagnons que pour aujourd'hui, ils n'iront qu'à la 3e couche. À la tombée de la nuit, le trio de la chambre 15 revient de la collecte avec 2 morceaux de minerai en main. En tout et pour tout, ils ont dépensé 900 000 florins pour cette mission. Épuisé par l'expédition, Ito est toujours déconcerté par la réouverture soudaine du donjon. Quoi qu'il en soit, comme seuls les aventuriers de rang D et plus sont acceptés, leur trio est hors course. À ce propos, Rayo leur rappelle qu'il y a une réunion demain où ils devront tous les 4 être présents. 3 jours plus tard, l'épée écarlate était déjà descendue à la 7e couche, mais il n'y avait rien de notable à signaler de l'enquête, pas même un seul monstre en chemin. Quant à l'autre équipe d'expédition, Havel note que les gens de l'Université Royale Centrale semblent être un peu pressés. Selon Rihanna, une ancienne prêtresse du Temple Royal Central, ils ont une théorie selon laquelle les monstres connus sous le nom de rugissement des profondeurs proviennent d'un endroit situé sous la 38e couche. Lors de la réunion de la guilde dont Ryo avait parlé, Hugh McGlass réitère que les aventuriers de rang E et G ne participeront pas à l'enquête. Comme alternative, ils se verront attribuer davantage de demandes d'autres villes, collectant des provisions de nourriture et fournissant des escortes. La brigade blanche est déjà impliquée, mais la guilde a encore besoin de plus de monde. Lorsque le maître de guilde ouvre la discussion aux questions, Ryo s'enquiert de l'opacité des pierres magiques trouvées dans les monstres du rugissement des profondeurs. Hugh explique qu'elles étaient assez pâles, même celles prélevées sur le roi gobelin et ses généraux. De retour dans le donjon, Clive Staples s'aventure plus profondément avec son groupe jusqu'à ce qu'il tombe sur un passage étrange, qui pourrait se connecter à un autre endroit. Bien que personne n'ait suffisamment d'informations pour déterminer exactement pourquoi cette entrée existe, Clive estime néanmoins que le rat à explorer le labyrinthe était la bonne décision. Il nomme rapidement la porte et ordonne que l'équipement soit installé immédiatement afin qu'ils puissent l'examiner. Tout d'abord, ils doivent mesurer la densité mono au-delà de la porte. Et ainsi, lorsque les assistants pressent l'appareil contre l'interstice sombre de l'entrée, toutes les personnes présentes disparaissent en un instant. L'instant d'après, dans une obscurité sans fin, Abel demanda si ses compagnons allaient bien et reçut leur confirmation. Le chef expérimenté de l'équipe d'expédition en déduisit qu'ils avaient dû être jetés loin de l'endroit où ils se trouvaient. Ailleurs dans cet endroit sombre, Clive ordonna que la zone soit immédiatement inspectée. Quelqu'un demanda au directeur ce qui se passait, et il expliqua qu'ils avaient très probablement été téléportés par cette mystérieuse porte. Sa théorie était que le rugissement des monstres des profondeurs avait fait surface cette fois-ci depuis la 38e tanière. Mais à en juger par la situation, la véritable cause semblait être cette gigantesque ouverture. Selon la façon dont on le regardait, Clive considérait même cela comme un coup de chance. Cela réfuterait les théories des chercheurs rivaux et lui donnerait la chance de résoudre lui-même le mystère du rugissement des profondeurs. S'il réussissait, sa position de prochain directeur de recherche serait assurée. Au milieu de tout cela, un subordonné l'alerte d'urgence à propos d'une autre source de lumière apparaissant au loin où, apparemment, des monstres se rapprochent. À l'extérieur du donjon, l'appareil d'alchimie de l'université affichait des relevés qui clignotaient par intermittence, indiquant que l'équipe d'expédition avait atteint le 40e étage. À ce moment-là, Christopher Brad de l'université de magie s'approcha de la personne en charge de la tente pour lui demander si quelque chose d'inhabituel s'était produit à l'intérieur du donjon, puisqu'il avait été nommé pour superviser l'affaire par le roi lui-même. Le responsable de la tente hésita avant de répondre,
ce que Brad comprit immédiatement, les deux appartenaient à des organisations différentes. Alors, au lieu de le presser, Christopher commença par partager des informations vitales sur l'affaire. Il n'y a pas si longtemps, des personnes avaient disparu dans le donjon avec les aventuriers qu'ils avaient engagés dans la ville. Ils étaient censés explorer le labyrinthe. Mais au moment où Christopher allait entrer, tous les membres du groupe ont disparu sous ses yeux. Après avoir entendu cette révélation, le responsable de la tente confirma qu'une autre équipe d'explorateurs avait disparu au 10e étage. D'autres ont ajouté qu'après leur disparition, seul un faible signal avait été détecté, provenant du 40e repère. Cette information a déstabilisé Brad. Par le passé, les aventuriers n'avaient jamais atteint le 38e étage. De plus, même les groupes de rambés avaient du mal à dépasser le 30e. L'équipe de la tente a ensuite révélé que l'épée écarlate, un groupe de rambés de runes, accompagnait l'équipe de recherche, et qu'ils avaient probablement disparu ensemble. Cela a profondément inquiété Nathalie. En réponse, Christopher Brad a ordonné qu'un messager soit envoyé à la guilde des aventuriers pour convoquer le maître de guilde. En entendant cela, Nathalie s'est immédiatement précipitée hors de la tente. Pendant ce temps, Nina, son assistante de confiance, informait Hugh McGlass de la situation. L'équipe de recherche étant portée disparue, la présence immédiate du chef des aventuriers était requise. Sans tarder, Hugh s'est dépêché de se préparer à partir pour le donjon, ordonnant à son personnel de rester en attente. Seule l'équipe de communication devait l'accompagner à la base temporaire près du donjon. Les aventuriers ordinaires ne devaient pas être informés. Hugh lui-même expliquerait tout une fois arrivé. Ailleurs, à l'intérieur de la bibliothèque, Mira Rayo était plus perdu qu'un aveugle dans une fusillade, submergé par les interminables rayons de livres. En montant les escaliers, il s'est retrouvé une fois de plus à l'endroit même où il avait rencontré Serra pour la première fois. Avec un soupir de frustration, il resta là jusqu'à ce que, à sa grande surprise, l'elfe elle-même apparaisse. Rayo ne pouvait cacher sa joie et lui dit rapidement qu'il était venu chercher des archives des éclipses solaires passées et des grondements des profondeurs, bien qu'il n'ait pas la moindre idée par où commencer. Sans hésitation, Serra lui offrit son aide après tout. Elle savait exactement où ces archives étaient conservées. En chemin, elle demanda si les éclipses solaires pouvaient vraiment être liées au grondement. Le jeune mage admit que ce n'était qu'une intuition. Serra souligna cependant que 2 jours seulement avant le grondement des profondeurs le plus récent, il y avait eu une éclipse solaire totale, preuve qui étayait fortement sa théorie. D'après ses études, elle savait que même une éclipse partielle pouvait suffire à déclencher une telle calamité. Pourtant, cette fois, elle avait été complète. Elle demanda alors à Ryo où il avait eu l'idée de cette connexion. Le garçon ne pouvait pas vraiment lui dire qu'il avait combattu un démon le jour de l'éclipse, alors il l'a balayé comme rien de plus qu'une théorie aléatoire de sa part. Pour esquiver le sujet, il demanda si elle savait pourquoi certaines pierres magiques brillaient plus vivement en couleur. Jouant le jeu, Serra répondit que les pierres magiques des créatures placées il y a longtemps avaient tendance à avoir des couleurs plus fortes. Ryo acquiesça, expliquant qu'un de ses amis lui avait dit la même chose lors d'un voyage. Pourtant, les pierres trouvées dans les monstres du grondement avaient été pâles, ce qui signifiait qu'elles s'étaient formées récemment, un phénomène rare. Considérant que la génération de tant de matière nécessitait une immense source d'énergie, curieux, il demanda si elle savait déjà que les pierres magiques pouvaient être pâles. Avec un sourire narquois, elle répondit que, selon certains documents, les monstres du grondement avaient également possédé des pierres pâles dans le passé. Mais comme ces archives étaient mal conservées, la plupart des bibliothécaires n'étaient pas au courant de ce fait. Elle lui proposa ensuite de lui montrer les documents elle-même. De retour dans l'immense obscurité où l'équipe d'expédition était bloquée, Abel, le chef de l'université, remarqua que la sensation de téléportation était la même qu'une expérience qu'il avait vécue une fois dans un donjon dans les nations occidentales quand on lui demanda. Cependant, il admit qu'il ne pouvait pas dire où ils étaient. Sa meilleure supposition était qu'il s'agissait d'une autre couche du donjon. À moins, bien sûr, que ce ne soit un endroit entièrement différent. Confirmant que la magie de détection du vent fonctionnait toujours correctement, un subordonné suggéra que les analystes à la surface devaient déjà avoir relayé leur emplacement à l'extérieur. L'un espéra un sauvetage, mais Abel n'en était pas si sûr, surtout compte tenu de la nature étrange de cet espace dans lequel ils avaient atterri. Il demanda alors à Ria si l'endroit lui rappelait quelque chose. Étudiant de plus près leur environnement, elle conclut qu'il ressemblait à un carré magique sacré. Abel insista.
Était-ce le genre que seuls les grands prêtres étaient capables de conjurer? Elle hocha la tête en signe d'affirmation. C'était un sort impénétrable également connu sous le nom de miracle de Dieu dont la puissance défensive pouvait résister à toute magie offensive et repousser toutes les frappes physiques. À cause de cela, l'épée écarlate conclut qu'ils étaient piégés à l'intérieur d'une sorte de barrière, mais Rihanna ajouta que la barrière pouvait être si vaste que ses limites pouvaient être inimaginablement lointaines. Face à cela, Able demanda à l'un de scanner la zone en utilisant son sort d'investigation. Une fois qu'elle l'eut fait, elle détecta des signes de vie à environ 500 mètres devant, près d'1 millier de personnes, et à leur côté, environ 50 créatures différentes de tout ce qu'elle avait jamais ressenti auparavant. Avec cette connaissance, le membre de l'Académie supposa que Clive et son groupe avaient dû finir là aussi. Abel décida que la meilleure chose à faire était de les rejoindre. Pendant ce temps, de retour à la tente d'analyse, Hugh apprit qu'ils avaient reçu un faible signal du 40e repère où les explorateurs disparus pourraient se trouver actuellement. Pour le maître de guilde, c'était la pire nouvelle possible. Il savait que même si tous les aventuriers de la ville descendaient ensemble, ils n'iraient jamais aussi loin. En bref, il n'y avait aucun moyen d'envoyer une équipe de sauvetage. Christopher souligna qu'il ne savait même pas pourquoi l'équipe avait disparu en premier lieu, et si cela se produisait une fois, cela pourrait se reproduire avec n'importe qui d'autre qu'ils envoyaient. Face à une telle incertitude, le représentant de l'université de magie refusa de risquer ses subordonnés dans le donjon. McGlass refusa également de jeter ses aventuriers dans le danger. D'après ce qu'il semblait, la seule chose qu'il pouvait faire était de prier pour que les disparus s'en sortent d'une manière ou d'une autre. De retour dans le soi-disant 40e étage, les subordonnés de Clive Staples étaient massacrés par une force invisible lançant des rafales de flammes violettes. Certains mages se sont mis à couvert derrière un bouclier magique massif, mais les projectiles étaient si puissants qu'ils l'ont brisé. Observant l'ennemi s'approcher à distance, Clive réalisa ce qu'ils étaient des démons. Il n'en savait pas grand-chose, mais il avait lu des choses sur leur espèce dans de vieux livres, et ces créatures correspondaient exactement aux descriptions. Des aventuriers se précipitèrent avec des épées pour être abattus sans effort. Les démons ripostèrent avec plus de feu, plongeant le champ de bataille dans le chaos et déchirant les défenses humaines. L'impression générale était claire. Les aventuriers et les mages n'avaient aucune chance. Au loin, le groupe d'Abel vit l'incendie et reconnut la présence de démons, ennemis naturels de Dieu et des anges. Selon Ria, la magie était inutile contre eux, et aucun humain seul ne pouvait espérer vaincre de telles créatures maléfiques. L'un exigea de savoir pourquoi les démons étaient ici, mais le chef de l'académie rejeta la question. Il n'y avait pas de temps pour les réponses seulement pour renforcer leurs camarades attaqués. Sur ce, il divisa les guerriers en groupes de 3. Au cœur de la bataille, protégé par une barrière avec une poignée de compagnons, Clive Staples ne pouvait penser qu'à une chose. Je ne veux pas mourir ici. Puis, en un clin d'œil, plusieurs démons furent abattus par des flèches magiques. Rihanna était perplexe comment la sorcellerie pouvait-elle bien leur nuire. Le chef expliqua la vérité. La théorie n'était pas tout à fait exacte. Si 3 combattants frappaient une cible ensemble, il y avait une chance de percer la barrière d'un démon. Alors que les monstres se concentraient sur les renforts, le commandant mage demanda une deuxième vague. Protégés par leurs boucliers, les lanceurs de sorts réussirent à abattre plus d'ennemis, mais leur chef savait qu'il y en avait beaucoup trop. Si la bataille s'éternisait, il serait bientôt à court de mana. Abel prépara son épée, scrutant le champ de bataille. Ses yeux se fixèrent sur un adversaire dont la présence même rayonnait de danger. Le commandant les avertit que la 4e attaque serait leur dernière avant que leur réserve de magie ne soit épuisée. Abel déclara qu'une fois les mages épuisés, lui et ses guerriers finiraient le combat au corps à corps. Se tournant vers Warren, Abel lui ordonna d'attaquer les démons un par un avec des frappes verticales. Sans hésitation, Warren bondit en avant, protégeant l'épée écarlate avec sa barrière. S'approchant, il écrasa 2 ennemis au sol tandis qu'Abel en coupait un autre proprement avec sa lame. L'un et Ria suivirent, lançant des lances de vent et de lumière dans les points vitaux d'une seule cible. À la surprise du chef de l'académie, il s'avéra qu'il n'avait pas besoin de 3 attaquants simultanés pour briser les défenses du démon après tout. En regardant la performance du groupe, il admit que l'épée écarlate était à la hauteur de sa réputation. Alors que le combat s'éternisait et que de plus en plus d'ennemis tombaient, l'un atteignit sa limite, s'effondrant après avoir épuisé tout son mana. 6 démons restaient encore, et les humains n'avaient plus de potions de guérison. Warren resta en arrière pour protéger leur allié tombé.
C'est alors que Ria avertit Abel que l'ennemi distinctif avec des yeux dépareillés pourrait être un prince démon. Les princes étaient si puissants qu'ils avaient le potentiel de s'éveiller et d'ascendre en roi démon. Seulement 4 pouvaient exister à tout moment, et parmi eux, un finirait par s'élever en tant que souverain suprême. Personne d'autre qu'un véritable héros n'avait jamais vaincu un tel adversaire. Sachant cela, Abel décida qu'il devrait d'abord éliminer les démons les plus faibles et laisser le prince pour la fin, espérant que la barrière pourrait s'effondrer si quelque chose d'extraordinaire se produisait dans le feu de l'action. Rempli de détermination, l'épéiste s'avança seul vers les lignes de front, se rapprochant pas à pas. À un moment donné, il se retourna vers ses compagnons et les exhorta à ne pas perdre espoir. Tranquillement, il compara ce moment à affronter le griffon les yeux dans les yeux, bien que cette pensée ne soit peut-être qu'un réconfort qu'il se racontait à lui-même. Épée à la main, Abel se lança en avant, poignardant un démon à travers le ventre, puis décapitant un second. Mais le prince démon riposta avec un sort qui s'écrasa sur le bouclier de Warren, repoussant le reste de l'épée écarlate vers l'arrière. Abel prit cela comme un défi et un geste intentionnel du chef ennemi pour dégager le terrain pour un duel. Et ainsi, il se prépara pour la bataille la plus terrifiante qu'il ait jamais affrontée. Comme par magie, le prince apparaît soudainement devant l'humain et frappe avec une force brutale, forçant Abel à se défendre avec une grande difficulté. Contre une telle vitesse et une telle force, l'épéiste ne peut même pas imaginer vaincre une créature aussi puissante. Au milieu du chaos, même épuisé, Clive et les autres mages sous son commandement lancent des sorts sur le démon tous en même temps. Mais cette fois, leur stratégie n'égratigne même pas la cible, indiquant clairement que cette forme évoluée de démon ne peut pas être blessée par la magie. Pour aggraver les choses, les 3 derniers démons inférieurs brisent la barrière protectrice protégeant Clive et ses sorciers, et des flammes commencent à les engloutir. Sans hésitation, le chef des mages se retire avec son unité de défense, abandonnant l'épée écarlate pour se battre seul. Et pourtant, même quand tout semble conspirer contre lui, Abel garde son sang-froid. Il prépare sa compétence d'épée, rotation 0 se lançant dans un mouvement rapide qui combine une rotation défensive avec une frappe soudaine, utilisant l'élan pour taillader le cou du démon. Mais aussi rapide que soit cette technique, le prince démon se révèle plus rapide. Esquivant par la marge la plus mince. La tentative d'Abel se solde par un échec car il est repoussé par une contre-attaque. Le coup le laissant lutter pour rester debout. La créature des ténèbres lève alors sa lame, prête à porter le coup de grâce, tandis qu'Abel s'excuse auprès de Rikia. Mais juste au moment où la mort se rapproche, Miara Rayo apparaît de nulle part dans cet endroit étrange. Avec un ton désinvolte, il se moque d'Abel, disant qu'il a vraiment besoin de s'entraîner davantage si une simple commotion cérébrale suffit à le mettre hors de combat. Alors que tout le monde se demande qui est ce garçon qui est apparu de nulle part, Ryo rappelle à Abel que beaucoup de gens s'inquiètent pour lui et les autres et qu'il est temps de rentrer. Naturellement, l'épéiste ne voudrait rien de plus, mais il souligne le problème évident. Il y a toujours un ennemi en travers de la route. Rayo, souriant, lui assure qu'il s'en chargera sans problème. L'épéiste ne comprend pas son calme et l'avertit que c'est un prince démon. Rayo comprend, admet même que ce doit être le fils d'un roi démon, mais cela ne le rend guère impressionnant à ses yeux. Et avec cela, les démons lancent des lances de feu sur le mage de l'eau. Ryo contre instantanément, ses cristaux de glace absorbant l'attaque. Dans le même souffle, un jet d'eau jaillit derrière les démons inférieurs, les tranchant proprement en deux. Avec les faibles mis hors d'état de nuire, Ryo affronte le prince de front, disant qu'il s'est depuis longtemps habitué à ce genre de regard d'un ennemi. Enfin, arborant une expression étrangement sereine, le sorcier tire l'épée du roi des fées et appelle le démon à l'affronter. Quelques minutes plus tôt, à l'entrée du donjon, Nathalie se précipita hors de sa tente pour chercher Rayo dans sa chambre, mais ses compagnons lui dirent que le mage était allé à la bibliothèque nord. Heureusement, elle le trouva errant près de la bibliothèque et l'avertit rapidement que l'épée écarlate avait disparu à l'intérieur du donjon. Sans hésitation, Rayo conjura un chariot de glace pour la transporter à grande vitesse. Alors qu'il se déplaçait, Nathalie expliqua la situation, et Ryo demanda pourquoi elle était venue le voir lui plutôt que d'autres. La jeune fille expliqua qu'Abel lui avait dit une fois que si elle avait besoin d'aide et qu'il n'y avait personne de l'épée écarlate à proximité, elle devait faire appel au mage de l'eau car il lui donnerait sûrement un coup de main. Comme Abel l'avait décrit, Ryo accepta sans une seconde pensée. Ne perdant pas de temps, il courut jusqu'à l'entrée du donjon. Sans avoir la chance de s'expliquer aux gardes, il leva des murs de glace pour bloquer la poursuite et chargea à l'intérieur. Une fois à l'intérieur,
il se rappela que, selon Nathalie, le signal de l'aventurier disparu provenait du 40e étage. Cela signifiait qu'il n'y avait pas de temps pour une descente calme. Dans cet esprit, il déchaîna son jet brûlant, faisant exploser des trous vers le bas pour traverser le sol du donjon étage après étage, expliquant pourquoi il s'était écrasé à travers le plafond lorsqu'il atteignit le 40e. Et en parlant de cela, quand il remarqua que le prince démon n'avait pas encore avancé, Rayo répéta son invitation à venir à lui. À ce moment-là, l'ennemi se jeta avec une vitesse incroyable, essayant de prendre l'humain au dépourvu, mais même cela ne suffit pas à porter un coup. Avec une agilité incroyable, Rayo esquiva et contre-attaqua, tranchant proprement la tête de la créature. Avec une remarque ironique, il nota que Léonore avait été beaucoup plus rapide, mais le prince des ténèbres n'avait pas encore révélé tous ses tours. D'une main, il ramassa calmement sa tête coupée, la replaça sur ses épaules et se tint comme si de rien n'était. Rayo admit que la créature était résistante, mais il insista sur le fait qu'un véritable seigneur démon devrait être bien plus fort. Ce prince était, après tout, plutôt faible. Que l'adversaire comprenne ces mots ou non, Rayo décida qu'il était temps de tester cette régénération vantée. Il invoqua 256 jets brûlants, chacun frappant avec un tranchant acéré. Le corps du démon fut réduit en d'innombrables fragments, même son noyau magique, et bientôt le prince se désintégra en poussière. Able, émerveillé, remercia Rayo de les avoir sauvés. Bien que le mage ait nonchalamment demandé si un dîner à la cantine ferait l'affaire en guise de remerciement. Riant, Able lui promit des repas gratuits pendant toute une semaine. Raya se précipita ensuite, jetant ses bras autour d'Able, soulagé de le voir en sécurité. Warren, avec l'un dans ses bras, fit un signe de tête reconnaissant à leur sauveur. Avant de le remercier, le chef de l'expédition s'est présenté comme Arthur Barassa, conseiller du bureau royal des mages et représentant du tribunal enquêtant sur cette affaire. Rayo appréciait la reconnaissance, mais craignait que tout le monde ne s'en soit pas sorti vivant. Arthur a admis qu'il y avait eu de lourdes pertes, mais lui a assuré qu'il récupérerait les morts dès que les mages survivants auraient suffisamment de mana. Able a invité Rayo à collecter les pierres magiques du démon, afin de pouvoir les vendre et partager les bénéfices avec les familles des morts. Rayo a accepté, mais a noté qu'Able avait appelé les monstres des diables. Able l'a confirmé, expliquant que de telles créatures n'avaient pas été vues dans les provinces centrales depuis des siècles, et que personne n'avait même enregistré leur existence auparavant. Rayo se souvenait que Léonore s'était appelé un démon et se demandait à voix haute s'il y avait une réelle différence entre les deux noms. Le voyant pensif, Abel lui a demandé ce qui le préoccupait. Rayo a expliqué que lorsqu'il était descendu du 30e étage, il avait ressenti un chant étrange en place, mais qu'à un moment donné, il avait disparu. Able a supposé que c'était parce que Rayo avait vaincu le prince démon. Rayo était d'accord, soulignant que des sorties surapparaissaient souvent une fois qu'un boss de donjon était tué. Able s'est moqué, traitant ça de bêtise. Mais Rayo a ajouté qu'il avait également ressenti quelque chose d'étrange en utilisant son sort d'investigation près de l'escalier à l'étage supérieur. Il a suggéré de vérifier ça au retour car cela pourrait être lié. Peu de temps après, alors qu'Abel ramassait le premier noyau du diable, Arthur remarqua qu'il avait autrefois affronté l'une de ces créatures dans les provinces centrales à l'époque où il était aventurier, mais n'avait jamais pu la tuer. C'était la première fois qu'il voyait un tel noyau. Raya a ajouté que les temples ne conservaient aucun registre des pierres du diable dans ces provinces. Arthur a expliqué que, selon les rapports, les diables apparaissaient soudainement et au hasard, ce qui alimentait la spéculation selon laquelle ils pouvaient manier la magie de l'espace-temps. Cette pensée laissa Rayo pensif considérant les implications de l'apparition imprévisible de telles créatures. Pendant ce temps, dans une autre chambre de donjon, un groupe de jeunes aventuriers est tombé sur une sphère noire placée à un point critique, mais ils ont été pris au dépourvu par l'arrivée soudaine de Léonore qui a dit qu'elle était passée après avoir senti quelque chose d'inhabituel à proximité, ce qui s'est avéré être cet hôtel construit par des hommes. L'un des aventuriers l'a appelée la reine démon et a déclaré qu'elle mourrait sur le champ. Léonore a penché la tête, ne comprenant pas pourquoi il s'adressait à elle de cette façon. Un autre a expliqué que l'hôtel avait été construit grâce à de grands sacrifices, et comme tout le monde le savait, le brûlé invoquerait la reine démon. Léonore a demandé qui souhaitait exactement faire naître un tel être. Le garçon devant s'est avancé et s'est présenté comme Roman, le héros, celui destiné à tuer le chef souverain des démons. Léonore éclata de rire, se moquant du grand titre du garçon. Pourtant, puisqu'il était si confiant, elle espérait au moins qu'il pourrait lui fournir un peu de divertissement.
la réalité s'est avérée bien différente. Lors de son tout premier mouvement, la démone lui a percé l'estomac avec sa lame, le sortant instantanément du combat. Alors que ses compagnons se figeaient d'horreur, elle a fait le tour de la pièce, les narguant pour qu'ils se dépêchent de sauver leurs camarades tombés. En même temps, elle s'est réjouie de la découverte d'un joyau sacré dans la pièce, ce qui a rendu son voyage intéressant car son duel avec ce petit morveux n'avait été que fastidieux. Après avoir regardé son rival ramasser la sphère noire tout en étant soigné par un allié, Roman a demandé à la reine démon d'attendre. Mais alors Léonore a expliqué qu'elle n'était pas du tout une reine. Elle ne savait pas ce qu'ils avaient entendu à son sujet, mais elle était sûre d'une chose. Si les humains travaillent ensemble, ils pourraient même vaincre le grand seigneur. Elle avait déjà découvert qu'il y avait des hommes aussi forts qu'elle, comme ce Ryo, par exemple. En fait, elle donnerait n'importe quoi pour avoir un autre combat à ce niveau. Cela dit, la femme a révélé que son nom était Léonore. Mais ensuite, changeant de sujet, elle a dit au soi-disant héros de devenir plus fort afin qu'un jour il puisse se tenir comme un adversaire digne. Après tout, un héros devrait être le plus fort de son espèce. Roman était stupéfait d'apprendre que quelqu'un d'autre était encore plus puissant que lui. Léonore a souligné que cette personne était 10 000 fois plus forte, ce qui signifie que le garçon avait encore un long chemin à parcourir. De retour avec l'équipe d'expédition du royaume, Abel a aperçu quelques aventuriers de Lune. Arthur a expliqué que c'était probablement ceux que Clive avait engagés pour protéger le chemin vers le 11e étage. C'est alors qu'Abel réalisa que ce n'était pas seulement son groupe qui avait été téléporté. Pendant ce temps, Ryo a retrouvé l'étrange présence qu'il avait ressentie en descendant, une sphère noire avec une fissure qui la traversait. Arthur a fait remarquer que quelques instants plus tôt, l'objet émettait du mana. Il l'a donc scellé à l'intérieur d'un sac barrière où aucun mana ne pouvait entrer ou sortir. Plus tard, dans l'escalier menant au sommet, Abel a remercié une fois de plus le mage de l'eau pour son aide extraordinaire. Saisissant l'occasion, Ryo a rappelé à Abel le célèbre magasin de curry qu'il avait mentionné en ville et a dit qu'il aimerait savoir où il se trouvait. Abel a mis une seconde à comprendre de quoi il parlait car Ryo prononçait le curry différemment, mais a ensuite promis de emmener et de payer. Ravi, Ryo a plaisanté en disant que s'il ne le faisait pas, il le découperait en petits morceaux comme le diable lui-même. Dehors, ceux qui revenaient de l'expédition ont été accueillis par le maître de guilde, qui a promis de la nourriture et des boissons aux survivants. Nathalie était soulagée de voir ses amis vivants, et Abel la remercia de l'avoir appelé Ryo. Hugh, regardant à distance, s'est également détendu en voyant le retour sain et sauf d'Abel, car il était convaincu que ce serait la fin. Pourtant, Hugh avait un autre problème à résoudre. Il a soulevé le fait que le mage de l'eau avait ignoré les gardes et était entré dans le donjon sans autorisation. Le garçon s'est excusé, mais Arthur a exhorté le maître de guilde à ne pas être si dur, lui rappelant qu'ils étaient tous vivants uniquement grâce à ce sorcier. Hugh était vraiment surpris d'entendre ça et a demandé ce qu'il voulait dire. Arthur a promis d'expliquer en détail à l'intérieur de la tente. Là, il a raconté comment leur groupe avait été attaqué par environ 50 démons, dont un prince. McGlass était soulagé que le groupe d'Abel ait été présent pour faire face à une telle menace. Mais Arthur a précisé que bien qu'Abel soit compétent, il avait failli mourir contre le prince démon. Celui qui a vraiment tenu bon était Ryo. C'est pourquoi le conseiller voulait savoir qui était réellement ce garçon. Pour être honnête, même McGlass ne pouvait pas le dire. Tout ce qu'il savait, c'est que Ryo avait autrefois aidé Abel à revenir d'au-delà des montagnes maléfiques. Quoi qu'il en soit, Arthur a expliqué que ce garçon avait tué non seulement le chef des monstres, mais aussi les 3 subordonnés juste derrière lui, le tout en un clin d'œil. Pour cette raison, il a insisté sur le fait que le royaume avait le devoir de nouer des relations avec un tel mage aux capacités sans précédent. Si des aristocrates stupides s'en mêlaient, cela pourrait devenir un problème grave. Par conséquent, il a décidé qu'il n'y aurait aucun enregistrement officiel de ce que le sorcier avait fait ce jour-là dans le donjon. Q était d'accord et a promis de laisser également le nom de Ryo hors de son propre rapport. Le lendemain, Ryo traversa rapidement les champs de blé, laissant ses camarades de dortoir manger la poussière derrière lui, atteignant la ville avant eux. Il avait l'impression de ne pas avoir fait assez d'exercice. Le combat d'hier s'était terminé bien trop rapidement, mais cette pensée s'est évanouie au moment où il a senti l'odeur alléchante du curry qui se dégageait de la rue suivante. À l'intérieur du magasin, il a trouvé Sora assise au comptoir, alors il l'a rejointe. Selon l'elfe, c'était le meilleur endroit au monde si vous vouliez du curry. Alors Ryo a commandé une portion avec des épices moyennes comme la sienne.
Avant que le garçon ne puisse penser qu'elle était en compétition avec lui, Sera a rapidement expliqué que les elfes ont un métabolisme plus rapide. Comme Rayo n'avait en fait rien dit à ce sujet, elle est devenue embarrassée, a changé de sujet et a demandé où il vivait. Il lui a dit qu'il logeait actuellement avec les novices dans les dortoirs de la guilde. Mais comme il se rendait souvent à la bibliothèque Nord, elle a deviné qu'il devait déjà être au moins rendé. Il l'a confirmé. Sera était impressionnée, mais pas surprise qu'il ait l'air beaucoup plus fort que ses pairs. En entendant cela, Rayo a admis que personne ne lui avait jamais dit cela auparavant. Leurs assiettes de curry sont vite arrivées, et tous deux ont apprécié le repas avec le sourire aux lèvres. Après le déjeuner, à l'extérieur du restaurant, Rayo a fait remarquer qu'il ne voyait jamais Sera à la guilde, même si elle était une aventurière. Elle a expliqué qu'elle avait travaillé à l'extérieur de la capitale royale jusqu'à récemment, et qu'à cause d'un contrat à long terme, elle venait rarement à la guilde. En vérité, elle était instructrice d'escrime pour l'ordre des chevaliers du marquis de Lune. Rayo a été impressionnée par cela, et Sera a taquiné qu'elle était beaucoup plus forte qu'elle n'y paraissait. Puis elle a demandé, à moitié enjouée, s'il avait des projets plus tard, car sinon, il pourrait avoir un match d'entraînement. Et ainsi, peu de temps après, le couple s'est retrouvé dans l'arène, mais cette fois en tant que rivaux. Sera a noté que lorsque Ryo était entré dans le restaurant plus tôt, il dégageait un air d'insatisfaction, comme si son cœur aspirait toujours à la bataille. Rayo a demandé comment elle savait qu'il se battait à l'épée. Elle a expliqué que c'était dans sa démarche, dans sa posture, l'allure indubitable d'un épéiste. Sans plus tarder, le duel commence. Sera se précipite à la vitesse de l'éclair, mais le mage réagit à temps, frappant la poignée de son épée avec sa lame, laissant une légère fissure. Lors de l'échange suivant, elle réussit à couper quelques mèches de ses cheveux avant de basculer en arrière pour éviter sa contre-attaque. À ce moment-là, l'elfe loue la position du garçon plus qu'elle ne s'y attendait, car même les chevaliers n'ont pas été capables de repousser ses charges. Satisfaite de ses compétences, l'instructrice décide d'arrêter de se retenir. Sur ce, elle charge à nouveau, cette fois à une vitesse double. Rayo résiste coup après coup qui s'abat sur lui jusqu'à ce que le tout dernier coup brise sa lame en deux, mettant fin au combat. Après sa victoire, Sera le prend dans ses bras et le félicite chaleureusement, s'émerveillant de l'incroyable façon dont il a tenu bon, même contre elle, alors qu'elle portait le manteau du vent, un sort qui augmente sa mobilité. Curieuse de savoir comment il a réussi à faire ça, elle demande, et Rayo répond simplement qu'il a fait ce que son mentor lui avait appris. En fait, c'est ce mentor qui lui a donné le manteau. De là, Sora déduit que le maître de Rayo ne doit être autre que le roi des fées lui-même. Le garçon se souvient qu'elle avait mentionné le roi une fois auparavant, et Sora explique que les elfes sont essentiellement à moitié foi, c'est pourquoi elle pouvait le sentir instinctivement. Au-delà de cela, il est clair que le roi des fées tient Rayo en haute estime. Il ne lui aurait pas donné le manteau autrement. Pour elle, il est stupéfiant que le jeune homme se soit entraîné sous la direction de quelqu'un qui est plus une légende qu'un être vivant. Juste à ce moment-là, une femme arrive pour rappeler à Syrah qu'il est temps pour la leçon d'Alfonso. Avant de partir, l'instructrice présente Rayo à Rilida, lui disant qu'il est quelqu'un de très important pour elle et qu'il doit être escorté chez lui en toute sécurité. Sur ce, l'elfe prend congé. Rilida, quant à elle, devient si tendue aux paroles de sa maîtresse qu'elle traite le garçon avec le plus grand soin, incapable de penser à autre chose sur le chemin du retour. Mais alors, Hugh McGlass apparaît avec une voiture et appelle Ryo, insistant sur le fait qu'ils doivent parler. Il commence par expliquer qu'Arthur lui a déjà tout raconté sur les événements d'hier, et en tant que maître de guilde, il se sent reconnaissant. Pourtant, il précise que Ryo ne peut pas ignorer les ordres d'un garde et pénétrer dans un donjon sans autorisation. En guise de punition, le mage devra effectuer une tâche au nom de la guilde, en escortant un groupe de marchands jusqu'à leur destination, et cette destination est Whitnash. Consultez ces vidéos qui apparaissent sur votre écran et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.